Bonjour, madame, monsieur, merci infiniment à vous de nous retrouver sur Equinox Télévision. Encore ce matin, nous sommes le mardi, nous sommes le 26 novembre 2019. Le Cameroun se réveille avec, on va dire, un coup de théâtre, un séisme sur la place politique camerounaise. Jamais on aurait imaginé cela se passer hier. Le MRC a trompé tout le monde. Le MRC a pris une décision inattendue, donc boycotter le double scrutin municipal et législatif du 9 février 2020. Personne ne s'y attendait. Aucune personne ne peut dire qu'elle s'attendait à une telle décision. Maurice Kamto a donc surpris tout le monde en annonçant de manière claire et nette le boycott du MRC pour ces élections. Donc on verra, madame, monsieur, dans cette émission comment on pourra décoller cela, parce que les réactions sont très nombreuses au plan international, mais également au plan national. Les réactions sont très nombreuses. On vous livrera ces réactions-là dans cette émission ce matin. Comme chaque matin, le plateau est en place. D'abord, vous, monsieur Bachou, Charles Hamel, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric Fopoussi-Nego. Bonjour à tous les téléspectateurs. Et un bonjour particulier à ceux-là qui ont passé une soirée à boire du champagne et du caviar, célébrant le retrait du MRC. Sabou dans le RDPC, ils ont eu une réunion de crise hier. Ils ont discuté longtemps, jusque tard dans la nuit, dans pratiquement toutes les villes. À Douala, on a dormi à 2 heures. À Bafoussam, ils ont dormi à 1h très avancée. Yaoundé, il fallait faire le dépôt. 3 tendances sont à dégager. La première qui pense que l'action posée par le MRC est fondée. La deuxième qui pense véritablement qu'il faudrait reporter. Et celle-là qui pense que pour améliorer, il faudrait sanctionner quelques 2 ou 3 sous-préfets. Qu'est-ce qui sera pris? Just wait and see. Voilà, au-delà des réunions de crise qu'il y a eu hier dans les différents états-majors des partis politiques, il faut également dire que pour l'instant, on va attendre de mijoter pour 3-4 jours, parce que tout ce qui est dit maintenant par les politiques suite à ce boycott-là, c'est des paroles qu'on ne doit pas considérer. Ils vont se réunir 3-4 jours, c'est après qu'on aura les véritables réactions. Il faut dire que hier, quand même, le sujet principal sur toutes les plateformes Facebook, Twitter et même dans les quartiers, les vendeuses de beignets parlait du boycott du MRC. C'est quand même terrible. Doit-on parler de boycott, monsieur Fopoussi? Ce n'est pas péjoratif. On a les États-Unis qui nous regardent. Il faut voir comment ça tourne là-bas, monsieur Eric Fopoussi. Il faut, à l'international, le Cameroun n'est pas déjà bien loti avec un tel coup, avec la récente sortie des États-Unis. Je pense que le Cameroun n'a pas besoin en ce moment que son image soit ternie. Je pense que pour ceux des caciques qui pensent à un passage en force, attention, n'oubliez pas que les collaborateurs, je crois que le chef de l'État gagnerait à mieux réfléchir. Moi-même, je pense peut-être, M. Eric Fopoussi, pour un éventuel report, histoire de revoir le code électoral. En tout cas, le sultan... même que l'ECAM lui-même avait demandé, cette institution avait elle-même demandé qu'on essaie de revoir le code électoral. Elle n'avait pas été entendue. L'ECAM n'est pas seul, parce qu'il y a également Ibrahim Bambounjouya, souvenez-vous, le très puissant roi et sultan des Babounes, qui avait proposé également la révision du code électoral, mais également la révision de la Constitution. Donc il y a des voix qui se lèvent. Ça pourrait permettre au Cameroun d'ouvrir un chapitre plus clair, plus calme pour nous garantir la paix dans ce pays. On va également vous dire bonjour ce matin, Karine Sontia. Bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs et à tous ceux qui aimeraient réagir à cette émission. On vous invite à nous écrire sur la page Facebook du 10-12 Le Zénith en publication visiteur. D'accord, très bien. Donc on va évidemment lire tous ces messages-là ce matin. Également avec nous sur le plateau, Donald Brice-Kamgan. C'est toujours un plaisir de vous revoir sur ce plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, plaisir partagé. Bonjour à nos téléspectateurs. Il n'est pas superflu, Monsieur Fopoussi, de rappeler de temps en temps notre Constitution, certaines en tout cas des dispositions de cette loi fondamentale de 96. Ce matin, je rappelle l'article 8 de la Constitution du Cameroun, alinéa 10. Le chef de l'État nomme aux emplois civils et militaires. Quelle est la conséquence d'une telle disposition? Que doit-on comprendre? Comment doit-on l'interpréter? Cette disposition de la Constitution nous rappelle le niveau de responsabilité du chef de l'État quant à l'état de santé général du pays. D'accord.
le président nomme à tous les emplois civils et militaires. Alinéa 10, Oui. article 8. de la Article Constitution. 8. Absolument. C'est pour dire que le président a des pouvoirs exorbitants. Ça veut dire que notre vie commune au Cameroun est fortement imprégnée par la marque du chef de l'État, qu'on soit un chef de service dans n'importe quelle administration ou qu'on soit un sous-préfet. Tous sont nommés par un seul homme, le chef de l'État. Merci de le rappeler, Donald Brice Kamgan, ce matin. Madame, monsieur, restez avec nous, parce que tout de suite, on va lancer la première rubrique. C'est l'histoire du jour, comptée pour nous, comme chaque matin par vous. Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, bonjour aux téléspectateurs. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un père qui a été célibataire et dont la fille a 12 ans. Il a rencontré Kelly, ça fait sensiblement 1 an et demi, et ça fait 1 an qu'ils vivent effectivement dans la même maison. En allant s'installer avec Paulin, Nelly avait déjà 2 enfants avec un père d'une précédente relation. Paulin, qui raconte l'histoire, aimerait savoir est-ce qu'il doit continuer cette relation avec Nelly qui pour lui semble toxique. Le problème est le suivant. Paulin dit que au départ de la relation, il n'a pas pris la peine d'observer comment Kelly se comportait avec sa fille. Sauf que il a constaté après un certain moment que sa fille perdait du poids, elle semblait être brimée, grondée, elle ne parlait plus beaucoup à la maison, elle jouait que lorsqu'il rentrait du travail le soir. Une fois, il appelle sa fille, il dit à sa fille, accompagne-moi, je m'en vais faire le transfert dans mon téléphone. Et tout le long du chemin, il a posé des questions à sa fille, comment ça va, comment ça se passe, est-ce que on te tape, est-ce que tu manges bien et autres. Et sa fille lui a raconté qu'elle fait tous les travaux à la maison, elle lave les assiettes, elle va puiser de l'eau, de temps en temps la maman la tape, on la gronde, elle n'a pas le temps d'étudier et tout. Paulin dit donc qu'il a décidé lui-même de commencer à sortir avec sa fille pour qu'elle aille manger dehors et tout. Et lorsque Kelly constate que lorsqu'il sort avec l'enfant, puisque c'est une enfant, dès qu'elle rentre, elle dit à ses frères que papa, je suis sortie avec papa, on a mangé le poisson braisé, on a mangé le porc et tout. Ça a commencé à faire des problèmes à la maison et Kelly s'est inscrite dans ce registre-là. Désormais, elle également, lorsqu'elle fait à manger, elle ne donne officiellement plus à manger à la fille de Paulin. Et de son côté, elle aussi, elle s'est fermée, elle s'est braquée. Donc Paulin aimerait savoir comment faire pour gérer cette situation-là, comment arranger ce problème. Ou s'il n'y a pas de solution, est-ce qu'il doit se séparer de Kelly? Voilà. Est-ce que c'est gérable? Est-ce que c'est gérable ou c'est simplement ou c'est tout bonnement ingérable? Vous savez, c'est un contexte. C'est un contexte aujourd'hui, on va le dire sans se voiler la face. Aujourd'hui, les familles sont de plus en plus recomposées. On a des familles de plus en plus recomposées. D'ailleurs, le terme est rentré dans le jargon populaire, les familles recomposées. Vous avez des hommes qui font des enfants avant de se marier. Vous avez des femmes également qui font des enfants avant de se marier. Et une fois mariés, ces hommes et ces femmes doivent s'entendre sur comment ils doivent tenir leur nouvelle famille, soit dit en passant, recomposée. Et nous avons également des familles monoparentales, elles sont très nombreuses de plus en plus, des femmes qui élèvent seuls leurs enfants, des hommes qui élèvent seuls leurs enfants. Est-ce que pour autant ces hommes-là n'ont pas de fréquentation ou ces femmes n'ont pas de fréquentation? C'est la grande question qu'on pourrait se poser ce matin à l'aune de comprendre l'histoire de ce matin, l'histoire que vous nous soumettez ce matin, Dominique Audrey Oyengelek. Alors c'est intéressant parce qu'on voit très bien qu'il y a une jeune fille dans cette histoire qui se plaint de maltraitance. Elle est maltraitée par celle qui est censée être sa mère, même si elle n'est pas sa mère biologique, mais elle est censée, du fait de l'union qu'elle a avec le père de cet enfant, être la mère de celle-ci. Et je n'ai toujours pas compris pourquoi certaines femmes ressentent le besoin de tyranniser, c'est ça le mot, tyranniser, voilà, ou de martyriser, voilà, le mot c'est martyriser, de martyriser les enfants de leurs hommes. Je trouve que c'est même contre-productif. Si vous voulez avoir l'assentiment, l'amour total d'un homme, le mieux pour vous serait de vous la jouer très stratégique et de vous dire que vous devez tout faire pour lui montrer que vous prenez son enfant, on va dire sa progéniture, le fruit des entrailles de cet homme-là, comme votre propre enfant, comme l'enfant que vous avez vous-même porté.
c'est du point de vue stratégique, du point de vue, on va dire, sentimental, quelque chose de très intéressant à faire, mais malheureusement, les femmes ne font pas cette équation-là généralement. Et on a l'autre effet, et pour tenter de comprendre, est-ce que la mère de cette fille est toujours proche, ou est-ce qu'elle rencontre, elle voit de temps en temps l'homme? Ça peut être que la femme est dans une logique où elle estime que si l'homme ne l'aime pas tellement, c'est parce qu'il a encore des sentiments pour la mère de cette fille. Et donc, par vengeance, elle se venge, ou elle se dit, bon, peut-être que si jamais il y a de l'argent, l'homme peut discriminer ses propres enfants à elle par rapport à celle-là. Donc, il y a beaucoup de questions. Alors, je commence par vous, Donald. Quelles sont vos observations sur l'histoire de ce matin? Je pense que Paulin n'a pas suffisamment discuté avec Kelly avant de s'engager dans une relation. Nelly ou Kelly? Kelly. Dans une relation comme celle-là, il est toujours important de discuter très sérieusement. Personnellement, je conseille que lorsqu'on a à s'engager dans une relation avec un ou une partenaire qui a déjà fait un enfant avant le mariage, il faut obtenir par ce qu'on observe, par ces investigations, le maximum de garanties au plan de l'intégrité morale, au plan de la conduite, au plan des valeurs de celui ou de celle à qui on a à faire face. Manifestement, Paulin ne connaît pas assez bien Kelly. Soit il ne la connaît pas assez bien, soit ils ne se sont pas accordés au début sur les conditions de cette union. Si Paulin arrive avec un enfant, Kelly est censé considérer cet enfant comme le sien. Le sien. Surtout qu'il n'arrive pas, c'est elle qui arrive dans sa vie. Oui. À un moment donné, il faut qu'on soit logique. Oui. Si on s'assure à la chronologie de l'histoire, c'est elle qui arrive dans la vie. Voilà, bon, là n'est même pas la question prioritaire, soit elle accepte de tenir cet enfant comme le sien, soit il lui dit, ça c'est dès le départ, il lui dit dès le départ, écoute, j'ai du mal à concevoir que tu sois mon époux et que j'ai entretenu ou encadré un enfant qui est issu d'une autre relation. Il nous pose une question. Il demande comment il peut gérer cette situation où il suffit de faire le plus simple, de se séparer d'elle. Ce qui est certain, c'est que Kelly n'a pas beaucoup de considération. Elle n'est pas d'accord que cet enfant soit là. Et ça, je ne suis pas sûr que Paulin puisse l'accepter, parce que si je mentis à la façon dont l'histoire a été relatée, Paulin s'en tenait beaucoup à cet enfant. Évidemment, c'est un homme, c'est un papa. C'est pourquoi une demande qui tient à voir cet enfant grandir tout près de lui. J'imagine peut-être que la maman de l'enfant n'a pas les moyens suffisants pour encadrer, ou alors n'est pas dans les conditions optimales qui permettent d'encadrer de façon efficace cet enfant. Donc moi, je pense que les deux doivent s'accorder et se séparer. Voilà. Aussi brutalement. Aussi simplement, oui. C'est pas simple ce que vous dites, c'est brutal ce que vous dites. Non, parce que vous le demandez à lui de renoncer. Parce que s'il est avec cette femme, c'est qu'il la considère. J'ai l'impression qu'il se sent bien avec elle. J'ai l'impression que la relation a été forcée. J'ai l'impression qu'il y a eu un désaccord au départ et que Paulin a dit on y va avec cet enfant. Ou alors tu laisses. Et la femme aussi dit non, on y va sans cet enfant. Mais et il a dit. Je rappelle que la femme elle-même est venue avec deux enfants qui ne sont pas les enfants de Paulin. Hein? Oui, mais vous savez que s'il faut mettre la balance. Elle a deux enfants. Oui, il y a deux enfants qui ne sont pas les enfants de Paulin. Mais justement, vous savez, les femmes demandent un peu plus demandent plus de concessions aux hommes. Tu dois donner ceci, donner cela. Et parfois, elle ne donne rien. Vous avancez 1, 2 pas, mais elle attend le 5e pas pour avancer le premier. Il faut absolument être idiote. Je veux dire que vous arrivez, permettez-moi le gros mot, je vous en prie. Excusez, je retire le gros mot. Quand vous arrivez quelque part, vous avez deux enfants, vous n'êtes pas d'abord, je veux dire, conscient de ce que vous arrivez avec une charge pour un homme. Vous lui demandez à lui, son propre enfant, alors c'est lui qui dépense l'argent, de s'en séparer. Non, mais attention, je veux dire, à un moment donné, quand même, il faut être un tout petit peu logique. Vous savez, la jalousie est très développée chez la femme, en fait, aussi. La jalousie est hyper développée chez la femme. Et le plus souvent... Est-ce qu'il s'agit de jalousie? Oui, il y a aussi de la jalousie, oui. Jaloux de cet enfant.
il peut arriver que Paulin ne prenne pas soin autant qu'il aurait fait si les enfants de Kelly étaient seuls, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas l'autre enfant qui est issu de l'union d'avant mariage avec elle. Oui. Donc elle se dit, il y a forcément une portion de ressources que Paulin sera appelé à conférer à l'enfant qui a à son enfant. Et donc elle estime que Paulin doit être dans les conditions optimales de prise en charge de ses enfants. Et là, c'est justement égoïste. Et malheureusement, c'est comme ça que la femme... Est-ce qu'elle est capable de mettre de l'eau dans son melon et de considérer que les deux ont eu des enfants au mariage avant cette rencontre et trouver le juste milieu pour avancer? J'ai l'impression que la zone de rupture est atteinte et que l'essentiel aujourd'hui, c'est d'acter qu'on est en désaccord. Ce désaccord, je le rappelle, j'ai le sentiment qu'il n'a pas été réglé dès le départ. C'est un désaccord qui était là au début. J'ai le sentiment que les deux n'ont pas pu s'entendre, mais ont dû forcer. D'accord. Alors, Chalamel, j'ai tout bonnement le sentiment, et je pense que tous ceux qui nous regardent actuellement à la maison, nos téléspectateurs doivent également se le dire eux aussi, qu'il y a des choses dans cette histoire que nous ne voyons pas, et que peut-être vous pourriez nous aider à voir. Monsieur Eric Fopoussi, oui. Il y a un proverbe qui dit que chez nous les Bantous, quand vous rencontrez une femme avec qui vous souhaitez vous mettre, donnez-lui un pantalon à laver. Lorsqu'elle lave le pantalon, ne regardez pas la propreté du pantalon une fois repassé, sortez les poches du pantalon. Si les poches sont sales, c'est une femme qui préfère fouiller plus les poches que s'occuper de l'habit. Donc, dire quoi, monsieur Eric Fopoussi, je l'ai expliqué là, et je crois que vous m'avez compris. Non, ça veut dire que vous êtes des hybrides et occidentalisés. Voilà le mot. Donc, monsieur Eric Fopoussi, voilà une femme qui gère plus le pantalon que les poches du pantalon. Je le dis trivialement pour que vous compreniez, monsieur Eric Fopoussi. Qui gère plus les poches du pantalon que le pantalon? Si on s'en tient, elle est rentrée dans cette maison, pourquoi? La première chose, si vous ne m'aimez pas mon lit, n'aimez pas mon tapis, n'aimez pas ma télévision, n'aimez pas X, n'aimez pas Y. Mais si vous décidez de vivre avec moi, vous aimez tout ce que j'aime, monsieur Eric Fopoussi. Vous aimez tout, vous voyez, vous et moi, nous devons regarder dans la même direction. S'étant rendu compte qu'elle a un enfant, et les femmes le savent, un homme qui garde un enfant est attaché à cet enfant, que vous le vouliez ou non, ça saute aux yeux. Un homme qui garde un enfant est attaché aux enfants. Lorsque l'homme n'aime pas un enfant, M. Eric Fopoussi ne se gêne pas à garder. Vous savez, chaque naissance a une histoire. Prenez la peine de discuter avec vos parents en disant, quelle est mon histoire? L'histoire de ma naissance. C'est quoi l'histoire de ma naissance? Vous avez des parents qui aiment un enfant parce que le gars fait 11 mois dans le ventre de la femme. Vous avez un homme qui va aimer un enfant parce que l'enfant, la mère est décédée pendant l'accouchement. Vous avez un homme qui va aimer un enfant parce que les premiers mots formulés ont été formulés sur les pieds de papa. C'est beaucoup de choses. C'est une histoire, monsieur Eric Fopoussi. C'est important, c'est une histoire. Alors cette histoire, il faut d'abord commencer par l'interroger. Est-ce qu'elle a pris la peine d'interroger cette histoire? Non. Elle rentre, elle se rend compte qu'il y a un lien affectif entre l'enfant et le père. Elle s'emploie non pas à développer ce lien, mais à le briser. Elle décide de le briser. Et elle le brise comment? Elle le brise par des attitudes, par une vilainie, monsieur Eric Fopoussi. Elle attend qu'il parte. Devant lui, elle est toute gentille, maman sérieuse, mais lorsqu'il sort, elle gonfle le corps, elle gonfle l'ergot, elle se met à menacer l'enfant. C'est observable. Un enfant menacé, maigri. Un enfant qui ne mange pas, un enfant qui n'a pas d'appétit, un enfant qui ne sent pas à l'aise, maigri, font forcément, monsieur Eric Fopoussi. L'enfant a besoin d'être dans un environnement où il se sent à l'aise et tout. L'enfant présente là, comment on va dire, il présente là tout ce qui est négatif. Les symptômes d'une mauvaise vie. L'homme s'est rendu compte que son enfant, ça ne va pas. Connaissant son enfant, il adopte. Et c'est là où je condamne l'homme. C'est là où je condamne l'homme en disant, l'homme n'est pas un bantou, c'est un occidentalisé. Monsieur Eric Fopoussi, lorsque je me rends que l'enfant maigrit, qu'est-ce que je fais? Je ne mange plus de ton repas. Quand je rentre, j'ouvre les assiettes et j'appelle tous les enfants, venez manger. Le matin avant de sortir, je m'arrange que tous les enfants déjeunent, tous les trois, assis sur la même table, on mange tous ensemble et je sors. Ça veut dire que je répercute la haine que tu portes à cet enfant sur toi.
Et je te fais ça tellement dur, monsieur Eric Fopoussi, que tu n'as qu'un seul choix à partir. Je ne te mets pas dehors. Je ne te mets pas dehors. Je gère ça là et devant toi, monsieur Eric Fopoussi. C'est-à-dire, je rentre, quand j'arrive, je prends tous les enfants, on sort, on rentre, toi, je te laisse. Et je ne te dis pas pourquoi je te laisse. Parce que il faudrait que tu réalises. Moi, je te montre que j'aime tes enfants. Je te montre que j'aime tes enfants, mais toi, je te démontre là que je ne t'aime pas. Même si au fond je t'aime, je te démontre que je ne t'aime pas. Voilà comment il aurait dû régler. Vous allez vous rendre compte que les papas, quand ils rentraient généralement, ils ouvrent l'assiette, ils piquent 2 morceaux de viande, ils l'enlèvent, ils s'étalent. Quand tu veux parler, dis c'est la joie. Je suis content de voir comment les enfants mangent. Ce que les occidentalistes ont transformé, tu as déjà mangé quelque part, tu as déjà... Je ne peux pas avoir l'appétit quand je suis avec les enfants, je suis désolé. Un Bantou n'a pas d'appétit quand il avait les enfants. Lorsque vous arrivez, le simple fait de venir s'asseoir, c'est une joie, monsieur Eric Fopoussi, que vous ne pouvez pas imaginer. Ça coupe la faim, monsieur Eric Fopoussi. Donc j'estime que cette femme s'est mal prise et je lui dis sans aucune forme de procès, sépare-toi de cette femme. C'est un danger terrible. On l'a vu à Lokpom, on l'a vu à Makepe Misoke, on l'a vu à Bepanda, Nilong, on l'a vu à Ndokpasi, des femmes qui ont tué, assassiné les enfants de leurs conjoints à cause de cela. Alors, ce qui a mal commencé va mal finir. Monsieur, séparez vous-même. Conseil de Bantou. Oui, conseil de Bantou ce matin. Voilà, je me disais bien qu'il y avait quelque chose qu'on ne voyait pas. Et merci d'avoir mis la lumière là-dessus. Alors, Karine, vous êtes sur quel avis ce matin? C'est un couple d'hypocrites. Tous les deux. C'est un couple d'hypocrites. Ils sont à une étape où tu me fais ça, je te fais. Comment vous faites pour vivre dans la maison avec cette attitude? Tu me fais ça, je te fais. C'est-à-dire que comme tu maltraites mon enfant, je maltraite le tien. Est-ce que lui, il a le temps pour passer le temps de passer du temps avec les enfants pour voir comment elle fait? Généralement, lorsque on a des enfants hors mariage, c'est toujours compliqué de s'engager dans une nouvelle relation, que l'autre femme ait des enfants ou pas. Non, c'est pas compliqué. Non, je dis c'est toujours compliqué. Ça, c'est la parole d'une occidentalisée. C'est toujours compliqué d'allier les deux. Pourquoi? Parce que à la base, quand on entame une relation, on est un peu égoïste. On ne pense qu'à soi, de manière individuelle, c'est-à-dire c'est moi, c'est moi, c'est moi. Et chacun, lorsque vous commencez à être avec les enfants, il y a un niveau d'égoïsme que vous devez tuer parce que vous devez d'abord penser à l'autre. Et quand vous voyez, généralement les femmes qui trouvent un enfant dans les maisons ont du mal à s'accommoder. Maintenant, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Est-ce que c'est parce qu'elles n'ont pas encore connu, je ne sais pas, parce que je n'arrive pas à expliquer. L'image de la mère de l'enfant. Pourquoi vous voulez contourner? Dans cette histoire, vous voyez bien que la femme dans la maison, elle donne plus de travaux à l'enfant de son mari qu'à ses propres enfants. Maintenant, on ne sait pas. Ces enfants, à elle, ont quel âge? 8 ans pour l'aîné. Ça veut dire qu'ils ont le devoir de faire les mêmes travaux à la maison que l'aîné. Donc, elle a mis d'abord cette division entre les enfants. Et son mari n'a pas arrangé grand-chose en divisant aussi, lui d'un côté, sachant que les enfants, ça bavarde. Papa m'a amené manger ci, papa m'a amené manger ça. Il n'aurait même pas dû. C'est pas comme ça qu'on gère ce genre de questions. Quand dans une famille, vous découvrez qu'une personne n'aime pas les autres, soit on en discute, soit on casse tout. Parce que dans cette maison, on a des forts risques que cette maman empoisonne cet enfant un jour. Parce que la rivalité, elle est trop grande. La rivalité est trop grande. Que c'est vous qui... Non, la rivalité est trop grande. Parce que généralement quand une femme découvre qu'un homme a un enfant, oui, la première personne à convaincre, c'est l'enfant. Oui. C'est la même chose que lorsqu'un homme découvre qu'une femme a un enfant, la première personne à convaitre, c'est l'enfant. Parce qu'il faut qu'il prouve à l'enfant qu'il peut être un papa. Qui a l'enfant à la main. C'est-à-dire qu'il doit prouver que lui, il peut être un papa. Tout comme elle doit prouver qu'elle peut être une maman pour cet enfant. Okay. Et là, elle n'a pas prouvé. Mais j'ai commencé par là, hein, que oui, c'est même paradoxal. Elle n'a pas éloigné, elle a éloigné l'enfant d'elle et c'est dommage. Alors, on va terminer avec vous, Dominique Audrey-Yengelek, ce matin. Chalamel. Personne ne s'est dit que si cet enfant perdait du poids, c'était simplement parce qu'il y avait une nouvelle femme à la maison et qu'elle se sentait par exemple déprimée. C'est simplement parce qu'on envoie un enfant laver les assiettes et que les autres qui sont plus jeunes ne lavent pas, qu'on est maltraité. Cet homme est là à la maison pour voir que cette femme ne nourrit pas son enfant, je ne pense pas. Mais l'enfant l'a dit. Je ne pense pas. Moi, je ne suis pas d'accord avec les pères. On sait tous ce que sont les enfants de 12 ans aujourd'hui. Donc vos enfants Je suis désolée. Ils mentent tous. Non. Ils mentent
tous. Je dis non. Je vous dis que oui. Je dis non. J'ai Je un bois le problème. caddie des miens. Ah, J'en ai 14. vous allez, je bois le caddie. vous allez mourir. Ne faites pas ça. Vous Je avez, bois le caddie. vous avez 14 enfants? J'ai 14 enfants. Ça, Je bois le officiellement. caddie, monsieur il faut pousser. Vous avez 14 Il doit enfants? en avoir 49. Est-ce que je vous ai dit que j'ai tout compté ou j'ai fini? J'ai dit je bois pour les 14. J'ai un problème avec les pères qui rentrent du travail et demandent à leurs enfants, est-ce que vous avez mangé? Oui. C'est dire que la femme qui est à la maison ne nourrit pas vos enfants. Comment vous rentrez du travail? Votre femme est censée nourrir les enfants. Vous avez un bon monsieur, il rentre. Vous ouvrez Vous un vous front, êtes là. lavé. Vous vous êtes lavé aujourd'hui. Question. Est-ce que vous avez mangé? Elle est en train d'ouvrir Ça un veut dire front quoi, très ça? compliqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous Que la ouvrez- femme qui est à la vous ouvrez maison un ne front fait très rien. compliqué. Elle ne fait rien, elle ne nourrit pas les enfants. Ce sont les pères qui sèment la zizanie dans les maisons. C'est vous qui êtes Oui. susceptible. C'est énervant. C'est une susceptibilité, Moi, j'ai là. toujours dit ça. Oui. Ne venez pas demander à un enfant s'il s'est lavé parce que le travail de la mère à la maison, c'est de s'assurer que ces enfants-là se sont lavés. Dire à l'enfant que tu n'as pas mangé, l'enfant va vous mentir. Non, j'ai pas mangé, papa. Je n'étais même pas rassasié. Hein. Même si l'enfant a bien mangé. Et c'est une C'est mauvaise normal. chose. Rassasié, ça change. Je n'ai pas rassasié. Ça change. C'est tout. une Toujours mauvaise la nourriture du père est chose. toujours bon. Bah, attends. Il y a rien à faire. C'est La une- nourriture du père est Les toujours meilleures bonne. viandes appartiennent à qui? On a l'impression, moi j'ai toujours eu l'impression, hein, même quand je mangeais, quand papa rentrait, je suis la première, je sais, je m'assois. Voilà. Parce que je sais que sa nourriture a plus de goût que pour nous. Voilà. Et même si j'ai déjà mangé, j'ai encore faim. Voilà. Je dis, tous les enfants font ça. Parfois, vous C'est- posez tous même. les enfants font ça. Vous Ok, posez donc même la aujourd'hui, question, je monsieur, fais il ça. faut pousser aux enfants. Vous vous êtes lavé, on dit que pour pousser seulement verser l'eau, il n'a pas lavé avec le savon. La main était où? Tous les enfants C'est vous font qui avez ça. ouvert le, Moi, c'est vous qui avez ouvert le front, hein. En C'est tout pas cas, j'aime moi. la nourriture de mon père. hein, donc- Je reste sur ma position Mais, et je dis mais quelle est votre hypothèse? Vous, moi, oui, quelle est pour votre moi, hypothèse? Oui. pour moi, simplement, Pourquoi c'est comme ça c'est comme dans ça, cette famille? c'est comme ça parce que l'homme est allé dans cette relation avec des préjugés. Il avait déjà des idées préconçues. Oui, l'imagerie populaire veut que quand on a une femme et qu'on a déjà un enfant, la nouvelle femme va maltraiter l'enfant. C'est tout. C'est tout. C'est parce qu'il va déjà préparer dans sa tête que non, comme celle-là est venue. Moi, j'ai été Elle va témoin des hommes qui maltraitent les enfants de leur femme, hein. permettez-moi de parler, s'il vous plaît. Oh là là là. Vous avez du cran ce matin. Bravo. Non, c'est que le sujet m'énerve. Oui, bien sûr. Et bien ils sûr. veulent m'embrouiller. Allez-y, on comprend. Oui, ce que je dis, c'est que Dominique cet Audrey. homme-là, il Oui. n'était pas véritablement engagé. Oui. Il a des idées préconçues. Et où est le mal si votre fille qui a 12 ans, qui entre dans la puberté, apprend les travaux ménagers? Est-ce que quand on envoie un enfant faire des travaux, c'est parce qu'on ne l'aime pas? Donc, vous voulez dire que aimer un enfant, c'est laisser l'enfant regarder la télé, ne pas l'envoyer, faire à manger, parce que c'est l'enfant de papa. Ça veut donc dire que Votre thèse on là est veut très bonne. demander aux mères des familles recomposées de ne pas brimer les enfants. Comme c'est mon enfant que je fais avec une autre. Même si l'enfant fait quoi, attends-moi. Mais si c'est donc ça, votre enfant va entrer dans le trou. Et en entrant, moi, je vais pousser l'enfant. Oui. C'est ce que on demande à cette mère de faire. D'accord. Donc maintenant, Non, s'il non, veut mais se- Salamel, s'il veut on- se on va pas- séparer, on va continuer. s'il Non. veut se séparer, Oui. il se 30 sépare. secondes. Mais c'est Non. lui qui aura 20 secondes. perdu. Non, 20 secondes, mais je vous connais. 20 secondes, secondes. après c'est 1 20 minute. secondes. Oui, 20 secondes, oui. Alors, moi, je voudrais conseiller les femmes. Il y a des femmes qui pensent que lorsqu'on fait la connaissance d'un homme, on a affaire à quelqu'un qui est tombé du ciel. Non. Lorsqu'on rencontre un homme, c'est la même chose pour les hommes. Hein. Lorsqu'on rencontre une femme, c'est quelqu'un qui a un passé, qui a fait des choses. Ça peut être une ancienne prostituée qui s'est repentie. Si tu partages ses valeurs, vous mettez ensemble. Et si elle a un enfant, entendez-vous, accordez-vous sur qu'est-ce que l'enfant devient. Est-ce que nous l'acceptons? Est-ce que tu acceptes que ça c'est le fruit de mes entrailles? Et comment est-ce qu'on élève cet enfant D'accord. qui a droit à un avenir? Et ça, ce n'est pas en ayant des positions sentencieuses du genre soit tu l'aimes, soit tu ne l'aimes pas. Non, tu l'amènes à l'aimer. D'accord, très bien. Merci. Oui, Chalamel, oui, 30 secondes. Oui, je voulais aussi. dire, monsieur Oui. Eric Fopoussi, en 30 secondes, que c'est l'homme qui définit les principes de vie de la famille. Lorsqu'une nouvelle femme entre dans une maison, qu'elle ait 50, qu'elle ait 100 enfants, l'homme fait asseoir tout le monde. Ici, c'est moi le chef de famille. Ici, c'est moi qui règle les conflits. Ici, ça. C'est l'homme qui définit les règles.
C'est l'homme qui définit les règles. N'oubliez pas que l'enfant a développé une attitude, une habitude. L'habitude, c'est se faire gronder par papa. C'est s'amener à faire. L'homme, je dis bien que l'homme est coupable parce que l'homme n'a pas su, monsieur Eric Fopoussi, créer cette jonction. Mais de là à dire qu'il faut gronder, il faut faire, tout le monde n'est pas réceptif, ça demande du temps. Et on va de palier en palier avec ce type d'enfant parce que la pédagogie chez un enfant, ça demande palier en palier. Si vous voulez aller comme un taureau, eh bien, vous allez recevoir les cornes. Les voisins ne vont rien dire à cet enfant-là. L'enfant est un disciple. L'enfant est un disciple. En disant à l'enfant, tu dois faire ça, expliquez-lui pourquoi il doit faire. Parce que plus tard, avant, vous l'avez traité en esclave, vous l'avez corrigé. Vous ne demandez pas son avis. Quand c'était une erreur, vous corrigez. À disciple, vous lui dites, attention, ça tu sais pourquoi tu laves les assiettes. Premièrement, parce que tu es une fille. Une femme, demain, tu seras mariée, tu seras chez toi. La pédagogie avec la sanction, ça fonctionne plutôt que priver l'enfant de nutrition. Ok, d'accord. Je voulais juste faire un petit commentaire et dire à Dominique Audrey que c'est très charmant de votre part. Hein. Vraiment, ça vous donne une allure toute particulière quand vous faites votre professeur de classe, quoi. Voilà, maîtresse de classe, comme on dit. Madame, monsieur, restez avec nous. L'émission se poursuit avec la colère de Charles Hamel. À tout de suite. Je m'interroge ce jour sur la question de la non-application de la notion de sécurité routière au Cameroun. On en parle, sécurité routière, sécurité routière, sécurité routière, mais au fond, est-ce qu'on pratique les règles de sécurité routière dans ce pays? Quelle est la différence qui existe entre sécurité routière et prévention routière? Telle peut être la question. Comment comprendre cette affaire de sécurité routière dans ce pays? D'ailleurs, à quoi servent même les campagnes de prévention routière organisées dans ce pays? Ces derniers mois, les routes de notre pays ont encore enregistré un nombre inquiétant d'accidents. Ici et là, l'on a déploré la perte d'un parent cher, des familles entières ont péri, laissant derrière elles des orphelins en larmes et abandonnés à eux-mêmes. L'axe Douala-Yaoundé, en l'espace de 2 mois, fait parler de lui. Tous sont tombés de ce côté, il faut le préciser. Savez-vous que sur la boucle, Yaoundé-Douala-Bafoussam, Yaoundé, 48% des accidents ont fait environ 60% de morts, d'où l'appellation triangle de la mort. Au Cameroun, 16 personnes en moyenne perdent la vie tous les jours des suites d'accidents de la route. Ce n'est pas Manfred Missimekim qui me dira le contraire. Comment comprendre que les campagnes de prévention, telles qu'organisées dans notre pays, se limitent à la dissimulation d'un radar dans les buissons dans le but de prendre à défaut les usagers en excès de vitesse et de les rançonner? On parle de sécurité routière alors qu'il n'existe même pas un service de veille chargé de surveiller nos axes routiers de jour comme de nuit, censé intervenir promptement en cas d'accident pour évacuer les victimes vers les hôpitaux, prêt à intervenir en cas de danger pouvant causer un accident. Oui, c'est ça la sécurité routière. Avoir un service de veille qui va parcourir Douala Bafoussam, Douala Konsamba, Douala Mbanga, Douala Bafang pour se rassurer. Et en cas d'accident, intervenir promptement, pas surcharger les gens comme on le voit derrière des pick-up improvisés. On a vu des gens rendre l'âme parce qu'ils sont décédés de suite d'étouffement. Des blessés ont été surchargés dans des pick-up. Et c'est ça qu'on parle de sécurité routière. Comment comprendre qu'on se vante d'avoir une sécurité optimale alors qu'il n'existe pas un institut dont le rôle serait de procéder à l'enlèvement ou à la matérialisation des véhicules tombés en panne sur la chaussée? Douala Yaoundé, on comptabilise, c'est environ 60 véhicules en panne. Douala Bafoussam, c'est environ 100 véhicules en panne. Dans la broussaille,
dans les fossés, dans les caniveaux, au milieu de la route. Elles sont abandonnées parce qu'elles sont tombées en panne. Avec en prime, les camions. Prenez l'axe de Fokwankem, Douala Bafoussam, vous verrez des camions là. Ça, c'est aussi la sécurité routière. Comment comprendre qu'on parle de la grande fatigue ou de somnolence? Ces dispositions sécuritaires que nous venons de citer sont ces gendarmes à déplier eux-mêmes. Je ne comprends finalement rien. Voilà. La question de la sécurité routière ou de la prévention routière. Non, mais il faut qu'on s'entende, hein, parce que la prévention routière et la sécurité routière sont deux terminologies qui sont employées pour, on va le dire, comme on le voit, mener sur le terrain des campagnes et des campagnes. Et je dois me faire aujourd'hui le porte-parole des administrations qui sont concernées par ça. Nous savons que le ministère des Transports, avec à sa tête désormais le ministre Jean-Ernest Ngale Bibeye, avait commencé par prendre des mesures fortes. On avait d'ailleurs imaginé qu'il était le ministre des communiqués, parce qu'il y avait beaucoup de communiqués qui sortaient, des communiqués à n'en plus finir, et on avait le sentiment que ces communiqués-là n'avaient vraiment pas d'impact sur la situation, parce qu'on continuait à avoir les mêmes conséquences sur nos routes. On a également le secrétariat d'État au ministère de la Défense en charge de la gendarmerie, qui joue également son rôle avec les gendarmes, comme vous avez dit, sur le terrain. Bon, c'est là maintenant qu'on va évoquer la prévention routière, parce que normalement, on doit être certain que tout ce qu'on a décidé comme norme soit respecté sur la route, mais on se rend compte qu'aucune norme n'est respectée. Je ne fais que me le dire ici, et les mots que je choisis parfois sont des mots qui ont un objectif clair et net. J'ai parlé ici des roues qui sont lisses comme la tête de Manu Dibango. Quand je fais allusion à une icône comme Manu Dibango, c'est pas pour rien, c'est pour que les gens comprennent à quel niveau nous sommes tombés si bas. Il me semble que plusieurs bus que nous avons vus sur nos routes accidentées tout récemment nous montraient des pneus quand même très lisses. Sécurité routière. Très lisses, très lisses. Comment on réussit à laisser des véhicules comme ça, avec des pneus comme ça rouler sur nos routes? J'ai souvent dit que le Cameroun a la chance d'avoir un climat, on va dire, assez clément. Permettez-moi d'utiliser un terme assez comme celui-là. Parce que si seulement nous avions la neige au Cameroun, comment ces gens-là qui s'amusent à rouler avec n'importe quelle voiture feraient? On me dit c'est la pauvreté, ils n'ont pas les moyens d'acheter des pneus, de renouveler. Mais est-ce que ça vaut une vie? Est-ce que si on calcule le prix d'un pneu et la vie des Camerounais, qu'est-ce qu'on met sur la balance? C'est la vie des Camerounais ou c'est les pneus qui sont chers? Donc à un moment donné, il faut que les gens soient sérieux avec eux-mêmes par rapport à la sécurité des Camerounais, par rapport à comment les Camerounais doivent se comporter. Alors je commence par vous, Donald Brice Kamgan, sur votre lecture de la question de la sécurité routière au Cameroun. Il y a 2 ou 3 ans, le gouvernement a publié un rapport sur les causes de cette récurrence des accidents de la circulation sur la voie publique. Dans ce rapport, dont j'ai eu l'occasion de feuilleter quelques pages, le gouvernement indiquait en substance que 70% des accidents de la circulation au Cameroun sont causés par les hommes, ont des origines humaines. Dans ce qu'on appelle les origines humaines, on met l'excès de vitesse, le mauvais dépassement, l'état du véhicule, un certain nombre de choses. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que lorsque vous prenez ne serait-ce que la cause de l'excès de vitesse, la limitation de vitesse est réglementée au Cameroun. Si vous prenez l'état des véhicules, le Cameroun compte 33 centres de visite technique. Nous avons eu l'occasion sur Equinox Télévision de faire des reportages dans ces structures-là qui reçoivent des agréments du ministère des Transports. La plupart de ces centres n'ont pas des équipements nécessaires pour effectuer des visites. Même lorsque ils en disposent, ce ne sont pas toujours des visites qui sont faites. Parfois, c'est pour des formalités et les certificats de conformité sont quasi systématiquement
attribués aux propriétaires de véhicules. Sans aucune autre forme de procédure. Voilà. Ça veut dire que le véhicule soit en bon état ou pas, on vous fournit ce document-là. Oui. Si vous prenez les dépassements abusifs sur la voie publique, ces dépassements-là sont censés être également réglementés. Il y a un code de la route qu'il faut respecter. Si vous prenez même la procédure de création des compagnies de transport, il faut avoir un certain nombre d'équipements en termes de qualité des véhicules, avoir un certain nombre de personnel pour exercer. Le plus souvent, il suffit d'avoir quelques amis bien placés dans l'administration, dans l'appareil d'État, et paf, on a une agence de transport créée parfois avec des véhicules qui peuvent avoir des roues qui sont aussi lisses que la tête de Manu Dibango, pour vous reprendre. Donc, si vous réunissez toutes ces conditions-là, l'élément commun à tout cela, c'est la corruption, c'est le clientélisme, c'est le favoritisme, et il est... Donc, pour vous, il n'y a pas de sérieux dans les discours qu'on entend ici et là. Ce que j'essaie de démontrer, c'est que on se cache derrière les causes dites humaines. Le gouvernement est le principal responsable de cette situation. Évidemment qu'il y a des campagnes qui sont menées. Il y a la gendarmerie nationale qui est sur le terrain. Parfois, les campagnes sont controversées. Tout le monde le sait. Il y a les acteurs parallèles de la société civile, les syndicats. Encore que les syndicats ne sont pas très indiqués pour lutter contre les accidents parce qu'eux, ils défendent leurs membres. Il y a des acteurs parallèles comme Martial Missimikim, de Sécuroute, qui font des travaux, qui mènent des études, qui proposent des mesures au gouvernement, mais qui ne sont pas appliquées. Donc il y a un système généralisé de corruption dans la chaîne qui fait qu'on aura toujours des véhicules qui n'ont pas de visite technique, on aura tous des véhicules en situation de surcharge, on aura tous des chauffeurs qui font 5-6 voyages par jour, on aura tous des agences qui n'ont même pas de siège, on aura tous des chauffeurs qui voyagent sans aucun bordereau, et bien qui traversent 3, 4, 5 postes de contrôle mixte gendarmerie police sans être interpellés parce qu'ils ont glissé un billet de 500 ou de 1000 francs. D'accord. Et c'est regrettable, c'est malheureux, c'est triste que dans ce pays, on en soit à subir ces choses-là. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? Et c'est ça le pays, parce que après, et c'est intéressant de le souligner, Donald Brice, sur la question des causes humaines, parce que quand on entend beaucoup de gens, ils vont vous dire que les Camerounais roulent très vite, les Camerounais sont en excès de vitesse, les Camerounais s'en foutent, mais il y a un État, il y a un gendarme, il y a quelqu'un qui a le monopole de la violence publique, de la violence légitime, qui doit s'assurer que ces personnes qui sont hors la loi respectent la loi. Mais qu'est-ce qu'on voit sur nos routes? Soit il y a personne qui est là pour faire ça, soit on a des personnes qui ont la mission de récolter beaucoup d'argent le week-end sur nos routes. Malheureusement, on a le sentiment que les radars qui sont placés en route ont plutôt pour objectif de faire des embuscades aux chauffeurs qu'autre chose. Parce qu'il faut bien voir que chaque tronçon a une limitation de vitesse. Mais malheureusement, est-ce que c'est respecté? Si c'est pas respecté, pourquoi ceux qui sont chargés de les faire respecter ne font pas leur travail? Toutes ces questions-là, on peut les adresser sans avoir, on va le dire, froid au dos. Dominique Audrey, vous également sur cette question. Oui, je vais à votre suite dans la responsabilité de l'État. Quand on a fini de dire que les causes sont humaines et autres, l'État, justement, met quoi en œuvre pour réduire ou bien maximiser la sécurité sur nos routes? Peut-être avec des feux de signalisation. Si on reste dans les villes comme ici, non, il n'y en a pas. Avec peut-être le traçage des routes, je vous parlais la dernière fois du tronçon Kekembafan ou la route, je ne sais pas comment on appelle les lignes là, comment... La ligne continue, ligne discontinue. Par exemple, avec le marquage horizontal. Oui, voilà, le marquage. Il n'y a pas de marquage, les routes ne sont pas éclairées. Et je reviens à la suite de M. Bachou qui a parlé des accidents. Parce que vous avez l'impression que c'est une moto, pourtant c'est une voiture. Il y a tellement de chances de se heurter lorsqu'on se rencontre à certains endroits parce que justement, les routes ne sont pas marquées. On n'a pas de feu de signalisation. On n'a pas de marquage effectif de route. Donc on assiste à un melting pot en fait. Moi j'ai toujours eu du mal à savoir quelle est la différence entre prévention et sécurité en même temps. Je ne sais même pas trop quelle est la différence entre les deux. Bon, en réalité... Comment les différencier? Qui assure la sécurité et qui prévient? Non, mais en réalité,
au Cameroun, on ne fait pas la sécurité routière en fait. On fait la prévention. On fait la prévention. En fait. Mais on se vante d'avoir la sécurité. Voilà. Oh, okay. Donc on se vante. En fait, ce qu'on fait en fait, c'est que on se lance dans des opérations, des campagnes pompeuses et foireuses, où on dit on arrête, oui, voilà. Zéro mort sur les routes. Voilà, maintenant on vous dit, bon, sur cette période-ci, on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de taille, il n'y a pas ça. Malheureusement, c'est de l'enfumage et les résultats ne sont pas au point. Malheureusement. Oui, Karine, allez-y. Monsieur Fopoussi, est-ce que vous avez déjà pris le temps d'observer la route de PK9 à PK17? La route, elle est bien large au niveau de PK9. Quand vous descendez jusqu'à PK14, elle rétrécit. Elle rétrécit. Et lorsque vous arrivez à PK16, elle est cassée des deux côtés. Il n'y a pas d'espace, ne serait-ce que pour les piétons. Donc, pour marcher en tant que piéton, vous descendez dans le ravin avant de suivre la route. Ça, c'est une route où on veut que les gens vivent. Parce que cette route-là, et pourtant, à ce niveau, elle est descendante. À n'importe quel niveau, peu importe la vitesse que vous avez, vous pouvez échouer à ce niveau-là. Il suffit qu'un enfant cherche à traverser la route pour que vous échouez sur cet enfant et un accident de la route. Dans notre pays quand même, on parle de sécurité routière sans les routes. On parle de sécurité routière alors qu'on n'a pas de route, on a des rues, on n'a pas d'avenue, on n'a rien. On parle de sécurité routière alors qu'aujourd'hui, il est incapable pour quelqu'un de passer au carrefour de Côte de manière aisée. On sécurise quoi? Les gens ou les véhicules? Parce que c'est la question qu'il faut se poser. Qui conduit les véhicules? Ce sont des personnes. De qui est-ce que l'État est responsable? Des personnes. C'est des personnes qu'on doit protéger. Et chaque jour, on organise des ateliers. Chaque jour, on vous dit que atelier de validation du rapport provisoire, de l'évaluation et de l'actualisation de la stratégie nationale. Monsieur Fopoussi, tout ça, c'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'à la fin, vous pouvez toujours mourir sur les routes et on va continuer de faire des ateliers. Finalement, ça ne va rien résoudre. Est-ce que c'est l'atelier qui vient mettre fin à la mort sur les routes? D'accord. Alors, Chalamel, justement, sur cette question de sécurité ou de prévention routière. Alors, monsieur Eric Fopoussi, j'ai parlé des axes routiers. Restons seulement à Douala. Monsieur Eric Fopoussi, dans la seule ville de Douala, vous vous placez au carrefour mobile Bonakwa-Moi. En 30 minutes, vous allez évaluer les véhicules qui passent. Vous aurez 100 véhicules. Sur 100 véhicules qui passent, vous aurez 100 véhicules, monsieur Eric Fopoussi, qui ont un défaut. C'est le clignotant droit qui ne donne pas, c'est le clignotant latéral qui ne donne pas, c'est le feu arrière qui ne donne pas, c'est le rétroviseur qui est cassé. Pour poser la question, vous dites c'est le bentikina. Voilà, observez seulement là. Je prends seulement un simple cas. Vous avez des gars qui roulent, ils n'ont pas, parfois vous voyez le rétroviseur, pam. Il ne prend pas la peine d'aller aménager parce qu'il va vous dire que c'est le Bensikina. Ah, c'est un Bensikina qui est en passant. Vous voyez, les policiers et gendarmes ont déjà intégré. Vous avez un gars qui a un véhicule. Lorsqu'il circule, ça ne dérange pas. Il traverse les gars, il traverse. Ça ne gêne pas. C'est tranquille. Il klaxonne si c'est un client, il dit dedans, il continue. Alors, la nuit, c'est grave. Vous avez des gens dans cette ville qui ont des phares qui sortent de l'enfer. C'est-à-dire vous êtes au volant de votre véhicule, monsieur Fopoussi, quelqu'un vous envoie le phare. Ils appellent ça phare laser. Il y a les bensikineurs. Parfois les bensikineurs vous envoient les phares, monsieur Fopoussi, à l'autre. On réglemente ça, c'est ça la sécurité routière. On réglemente ce type de choses. Vous avez déjà alors les nouveaux riches, ou je ne sais pas, c'est les voyageurs, qui vous font venir des caterpillars en lieu et place des voitures. Monsieur, quand vous regardez la structure de notre goudron, vous voyez un gars qui vous amène un caterpillar. Non, ne dis pas, oh, mais c'est même léger. Je dis les caterpillars. Parce qu'il y a les monstres, les gars qui ont des roues, ils roulent avec des pick-up bizarres. Mais monsieur, il faut pousser. À peine il traverse, vous voyez le goudron, ça descend. Donc chaque fois qu'il sort, il traverse un endroit, il abîme. Mais je pense qu'en termes de sécurité routière, au niveau de la douane, on devait y travailler. On devait se rassurer. Or, c'est des choses qu'on ne fait pas. On s'en fout pas. A-t-on normé les véhicules qui doivent rouler sur certaines routes ou pas? Et est-ce que c'est pas respecté? Pourquoi c'est pas respecté? Pourquoi c'est pas respecté? Il y a toutes ces questions, vous avez raison. Vous avez des gens qui circulent, ils n'ont pas de frein. Oui. Des enfants qui sont à bord, et ça c'est la meilleure. Des enfants qui sont à bord,
il prend des bébés de 6 mois, il met ici sur le ventre, M. Eric Fofoussi, il traverse devant des équipes spéciales d'intervention rapide. Le gars au volant, le bébé est assis ici. Ça, c'est la sécurité routière. Vous avez des bensikineurs qui sortent le matin, l'enfant prend les 2 pieds. Un enfant d'un an, il dit, mais pose les pieds comme ça ici, il passe. Non, mais quand même, arrêtons un peu ça, M. Fofoussi. C'est de la sécurité routière. Mais qu'est-ce qu'on fait? On s'en tape pas mal. Je pense que quand vous allez au Rwanda, monsieur Rifo, vous allez au Rwanda. Encore le Rwanda? Oui, je vous cite le Rwanda. On va me taper les mains le soir. Monsieur Rifo, je vous cite le Rwanda. Oui. Sur un boulevard, il y a au moins 3 équipes. Partant de Bepanda, prenons le SEM, partant de Bepanda, Pombonabassem, jusqu'à Bonandio. On traverse combien de commissariats? Combien on a le 9e qu'on va traverser, après on prend un autre jusqu'à Bonandio. Si chaque carrefour avait une équipe spéciale intervention rapide ou un véhicule de police, parce qu'on leur a offert qui était stationné, je vous assure, je ne suis pas en train de tirer sur les commissaires ou les commissariats, mais je demande si ça avait été prévu par l'administration. Même s'ils ont la responsabilité aussi. Oui, si ça avait été prévu par l'administration, M. Eric Fofoussi, qu'on mettait des véhicules là, je vous assure que très peu de personnes passeraient. On voit les gens fuir. Seulement quand c'est les gars de la mairie qui sortent, c'est là que vous les voyez prendre d'autres axes. D'accord. Vous allez très loin, même au Rwanda, pas le Rwanda, la Guinée équatoriale ici et le Gabon, vous avez des mesures qui sont prises. Voilà, il y a un marquage. Oui, il n'entre pas. Il y a également le fait que les taxis, on bloque la porte, la porte du chauffeur des taxis est bloquée. Voilà. On ne peut pas ouvrir par là. Il y a des petites mesures, on sort d'un seul côté. Donc il y a des mesures comme ça qu'on peut utiliser. Alors on va revenir en deuxième partie, hein, rassurez-vous, pour continuer à, on va dire, à creuser cette thématique hautement importante. Madame, monsieur, une pause s'impose. Sur ce plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de ce programme, merci infiniment à vous de nous faire confiance sur Equinox Télévision. Nous sommes le mardi 26 novembre 2019. Pour cette deuxième partie, on va lire les messages pour assurer l'interactivité de cette émission avec vous comme chaque matin. Alors Karine, on se tourne volontairement vers vous. En fait, le monsieur a mal géré la situation par rapport à l'histoire du jour. Il a manqué à son devoir de régulateur. C'est lui qui impulse le mode de gestion de la famille et sa femme doit juste implémenter. Il n'a pas ouvert le dialogue et favorisé les conditions d'équité. Un autre message, cette fois-ci, tu fais bien de t'interroger. La boîte à pharmacie ne sert à rien dans les véhicules dans le contexte actuel. C'est pour cela que sa présence dans un véhicule doit faire l'objet d'une contravention. Si je le dis, c'est parce que rien n'est fait pour que le citoyen soit un secouriste accompli. La protection civile doit s'employer à rendre la formation en secourisme obligatoire avec présentation de la carte de secouriste à tout contrôle de routine au même titre que la CNI. Absolument. Ceci aura pour effet de préserver les vies parce que beaucoup d'accidentés meurent du fait d'une méconnaissance des règles de premier secours. C'est un message de Joseph Clovis Normo. Le premier cours qu'on enseigne à l'auto-école, c'est la règle passe, protéger, alerter, secourir. Donc forcément, vous ne pouvez pas être au volant et ne pas avoir ces règles de secourisme. Voilà, malheureusement, comme ils vont acheter le permis de conduire, malheureusement, ils ne connaissent pas ça. Mais il faut expliquer aux Camerounais que dans ce pays, les gens achètent les permis de conduire, les gens vont sortir de l'argent, ils ne passent pas par l'auto-école, ils ne font aucune pratique et ne passent aucun concours. Monsieur, il faut pousser. Et payent le permis de conduire. Là, je peux quand même défendre en disant qu'avec les nouvelles règles, c'est difficile. C'est difficile, monsieur Eric Fofoussi. À moins que vous touchez le sommet. Vous ne pouvez, on n'achète plus de permis. Monsieur Eric Fofoussi, je vous dis que, je parle sur le contrôle. On n'achète plus le permis. Parce que monsieur Eric Fofoussi, tout est numérisé, première chose, c'est-à-dire on numérise et c'est valable 3 sessions. C'est valable 3 sessions. Bon, ceux qui ont avant. Oui, peut-être avant. Je peux être d'accord avec vous. Ils ont arrêté de conduire. Mais maintenant, là, vous devez être ensemble, monsieur Eric Fofoussi. Ceux qui ont eu avant ont-ils arrêté de conduire? Non, je suis d'accord là, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Mais je dis, c'est quand même, il faut saluer l'une de ces mesures. Vous saluez pour vous là-bas. Nous, on sait que les gens achètent les permis de conduire. Voilà. Alors, vous souhaitiez Donald faire une précision, oui, allez-y, oui. Bon, déjà sur la numérisation du système d'acquisition des permis de conduire, la numérisation ne résout pas complètement le problème puisque c'est toujours l'homme qui manipule les machines. Il y a une moralisation du système qu'il faut opérer. Je voulais indiquer tout à l'heure que sur la question des accidents de la circulation, pour que les Camerounais voient la gravité de la situation. Oui.
il vous souvient qu'un haut responsable des Nations Unies en charge de la sécurité routière était en visite au Cameroun en fin d'année 2018. Il se trouve que sur les objectifs des Nations Unies qui veulent réduire d'ici la fin d'année 2019 le taux trop élevé des accidents mortels de la circulation sur le continent africain, le Cameroun et l'Ouganda font partie des États qui ont effectué moins d'avancées sur ce terrain-là. Le pic au Cameroun, l'un des pics les plus importants, a été enregistré au Cameroun avec plus de 300 morts sur la route en 2017. Voilà. Donc, non, Chalamel, vraiment, que je sais qu'au ministère, ils ont envie de dire qu'ils ont numérisé, ils ont réussi à faire les choses. Mais je dis, dans ce pays, les gens réussissent à avoir des entrées terribles. Je ne dis pas non, c'est les exceptions qui confirment la règle. Quand je parle d'exception, il y a toujours des gens qui contournent, qui se battent à contourner. Vous savez, les premiers victimes ont commencé par être les responsables des auto-écoles elles-mêmes. Vous oubliez qu'il y a une purge qui a été faite au sein. Beaucoup d'auto-écoles ont dû fermer à cause de cela. Je ne suis pas en train de prendre la défense, mais dire quand même qu'à ce niveau, au niveau des permis, c'est difficile, monsieur Rifopoussi. Je vous le dis, expérience faite personnellement. Moi aussi, expérience faite personnellement. Oui. Il y en a, d'ailleurs, nous sommes sur le terrain, on voit monsieur Rifopoussi, quand nous et on vous montre d'ailleurs les bureaux des personnes qui n'ont rien à voir avec les transports, mais qui ont le moyen de vous donner un permis de conduire, vous fournir un permis de conduire. C'est que c'est un faux permis. Il faut bien se demander, il n'y a pas longtemps, là nous sommes toujours l'an dernier je crois, la délégation départementale des transports du Rori a mené une enquête sur le seul ressort de compétences du Rori. Il y a près d'une vingtaine d'auto-écoles clandestines. Il faut bien se demander si ce secteur n'était pas jouissif, si ce secteur n'était pas rentable, juteux, il faut bien se dire que ces gens auraient fermé depuis bien longtemps. Absolument. Et il me semble que ces auto-écoles n'ont pas fermé. Non, pas fermé. Et continuent justement à tromper les Camerounais, pas tromper les Camerounais, continuent à pas tromper les Camerounais. Parce que bon, même s'ils trompent les Camerounais, continuent à délivrer des formations alors qu'elles n'en ont pas qualité. C'est un problème. Malheureusement, on ne se rend pas compte de ça, mais on voit les Camerounais. Nous parlons là du simple département du Vaurian. Voilà. Oui, monsieur Eric Fopoussi, qu'on respecte la nomenclature des axes routiers, qu'on nous donne des axes routiers convenables. Je vous ai dit que deux gros porteurs, si vous êtes sur l'axe lourd, deux gros porteurs qui se croisent vont aller chacun au champ pour pouvoir avoir un minimum d'espace et en termes de manœuvre. Qu'on nous donne des bonnes routes, que le ministère des Transports se lève avec le ministère des Travaux publics pour nous aménager des axes routiers pour limiter, monsieur Eric Fopoussi. Ça aussi, c'est la sécurité routière. D'accord. Commencez à avoir de très bonnes routes. Ok, on va s'arrêter là, prendre avec vous, Karine, la revue des réseaux sociaux. Oui, monsieur Fopoussi, dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, on a deux sujets. Le premier concerne notamment le retrait de Maurice Kamto de ce processus de campagne électorale, ou encore des élections législatives et municipales de 2020, février. Les causes, la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, le système ou encore le code électoral qui n'est pas conforme à donner assez de possibilités aux partis de l'opposition. Ce qui se passe, c'est que sur la toile, les avis divergent entre ceux qui trouvent que c'est ça la signature d'une fin de carrière politique et d'autres qui pensent que le MRC a bien fait. Il y a aussi des commentaires qui sont orientés vers une possible sympathie avec les populations du nord-ouest et du sud-ouest, ancrées dans la guerre depuis déjà plus de 3 ans. Alors, on peut être d'accord ou pas d'accord avec le MRC, je commence à voir comme ça, mais il faut reconnaître que depuis hier, le sujet a éclipsé beaucoup de choses. D'abord, éclipsé la conférence semestrielle des gouverneurs qui se tient à Yaoundé, parce que en même temps, le ministre de l'administration territoriale réunissait les gouverneurs à Yaoundé. Donc, ça a complètement éclipsé cette actualité. Ça a également éclipsé, vous le savez, que hier, c'était le jour de clôture des dépôts de candidature. On devait normalement savoir hier quel est le nombre de candidats, quel est le nombre de ceci, cela. C'est vrai que ce matin que je commence à voir qu'il y a des communes, là encore, où vous avez des partis qui ne sont pas très représentés. Mais nous ferons ce débat-là quand cette vague-ci va un peu se calmer. Donc, il y a ça.
Depuis le 7 octobre 2018, il faut le reconnaître, le Cameroun, sur le plan de son climat sociopolitique, et il faut le dire, c'est un constat, c'est un fait, être gangréné ou bien être mouvementé par les actions de Maurice Kamto. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, parce que hier encore, je vous fais une confidence, vous savez, je mange les beignets haricots au BH, donc je suis allé juste et la vendeuse de beignets haricots me parlait d'analyse politique, de stratégie, je regarde la femme, je dis la femme d'autrui dit comme ah bon, elle a été dans un développement stratégique, et je suis surpris, mais je dis mais c'est pas possible. Avec des arguments qui tiennent. Si des personnes comme ça ne racontent plus les séries télévisées brésiliennes. Vous savez, les séries Odoro, Sergio de Santiago, bon bref, excusez, Marimar et tout ça là, et se retrouvent à faire des commentaires entre femmes sur Maurice Kamto, la politique. Il faut quand même dire que notre conscience politique est en train d'avancer, et il faut le saluer. Donc, c'est quand même intéressant de voir ça. Alors, je vais commencer par vous, Maurice Kamgan, sur qu'est-ce que vous pensez de cette décision du Conseil national du MRC? Je vais donner quelques éléments avant d'approfondir plus tard. Oui. C'est un événement inattendu qui a pris de court l'ensemble de la classe politique et qui est devenu le sujet majeur de l'actualité. Oui. Vous avez parlé tout à l'heure du deadline qui était hier soir. Ce délai a été quasiment mis entre parenthèses, le sujet d'attraction étant l'annonce du boycott. Donc, ça embarrasse l'ensemble de la classe politique. Commençons par le gouvernement. Vous savez que le fait que le MRC avait annoncé qu'il prendrait part à ces deux scrutins prévus le 9 février, c'était une sorte de caution de l'opposition avec les autres acteurs, mais l'acteur majeur étant le MRC, parce que c'est quand même le parti dont le leader est sorti deuxième officiellement à la récente élection présidentielle. Donc c'était une sorte de caution de l'opposition pour ce scrutin-là. Deuxième élément, ça embarrasse également le gouvernement parce que, en disant nous n'allons pas aux élections parce que les tensions persistent dans le nord-ouest et le sud-ouest, entre autres raisons, le gouvernement est replacé là face à ses responsabilités. La crise anglophone est mise en valeur et le gouvernement est une fois de plus pointé comme étant le principal responsable de cette tension sociopolitique qui constitue quand même l'un des échecs les plus cuisants du renouveau, entre autres. Ça embarrasse également le SIF. Le SIF qui ne peut pas sereinement poursuivre sa participation à ce scrutin sans que certains, au moins, de ces militants se demandent finalement, est-ce que le MSA a plus conscience que nous de l'urgence de résoudre les tensions qui persistent depuis plus de 3 ans dans le nord-ouest et le sud-ouest, notre fief. Troisième élément, avant de revenir plus tard sur ce qui va se passer, il y a des éléments de l'agenda politique que le MRC doit disposer, que nous n'avons pas encore. Vous semblez évidemment... beaucoup de gens d'ailleurs ne comprennent pas très bien cette décision. C'est vrai parce que quand on voit... D'ailleurs, dans son discours hier, Maurice Kamto a clairement déroulé, il a dit que j'ai conscience que, en ce qui me concerne, moi, c'est ma fin. Parce qu'évidemment, je n'aurais plus la possibilité d'être candidat à une élection présidentielle. Il a clairement dit, donc il est conscient de ça. Alors, oui. Peut-être pour chuter, c'est un élément aussi important, c'est que le MRC, dans le contexte actuel, a le vent en poupe et en situation de force par rapport aux autres leaders, par rapport aux autres formations politiques de l'opposition. Le fait de ne pas y aller, c'est également un message fort. Le parti se positionner comme un parti de valeur parce que il pouvait se dire, nous avons le vent en poupe, en témoigne les ralliements qu'il a eu ces temps-ci. Oui. Il pouvait se dire, ayant les faveurs d'un bon nombre de Camerounais, nous allons aux élections pour conforter notre position au sein des mairies, au sein de l'Assemblée nationale. Mais le parti se dit, en prenant une telle décision, d'abord, nous renforçons le capital sympathie dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, où un bon nombre de concitoyens sont
contre l'organisation dans les conditions actuelles de ce double scrutin. D'accord. Alors, Chalabel, je vous donne la parole parce qu'après, il faut qu'on se comprenne. Vous savez, ça fait depuis octobre 2018, ça fait combien de fois on a dit que le MRC se suicidait? Je pense qu'on peut compter. N9 fois, on a dit que le MRC se suicidait. Voilà, justement. Ce que je veux dire, c'est que je crois que c'est maintenant que les Camerounais apprennent à faire la politique. Et c'est maintenant qu'ils rentrent dans le jeu politique. C'est maintenant qu'ils affrontent de vrais adversaires et de vrais stratèges politiques, M. Eric Fopoussi. On dit, les enfants ont l'habitude de dire que la vérité blesse, mais le sang ne coule pas. C'est ce que les enfants disent. C'est dans ça que nous sommes là maintenant, M. Eric Fopoussi, où il y a une vérité vraie qu'on a en train d'assumer, mais un sang qui ne coule pas. Vous savez que le régime de Yaoundé a toujours aimé gagner les choses haut la main. Il n'aime pas gagner, M. Eric Fopoussi. Oui, il aime gagner haut la main avec des cautions. Et je crois qu'avec ces différentes élections, la seule caution que le RDPC devait avoir, c'était celle de damer considérablement le pion au MRC. C'était l'adversaire qu'ils avaient en face, par les autres partis politiques, M. Eric Fopoussi. C'était leur adversaire parce que les jeux étaient devenus véritablement, les jeux étaient durs, les dés étaient durs, il fallait véritablement que les gens se démarquent. Il y a quand même 4 points qui ont été soulevés par Maurice Kamto et qui, de mon avis, M. Eric Fopoussi, fondent véritablement la décision qu'il a prise. La toute première, c'est la crise anglophone. Ça fait 3 ans que dure cette crise anglophone. 3000 morts, M. Eric Fopoussi, sur le carreau. Les ONG se sont levés pour décrier. Nous avons eu des chefs d'État qui ont décrié cette question. Nous avons eu, M. Eric Fopoussi, des acteurs même, des présidents même, retraités qui ont pris la parole pour dire il faudrait qu'on essaye d'arrêter, qu'on essaye de repenser que le Cameroun gère. Finalement, nous a servi un grand dialogue national dans lequel on a mis beaucoup de choses. Nous avons eu, M. Eric Fopoussi, ces États-Unis qui ont estimé que la situation n'était toujours pas bonne sur le terrain, il fallait le faire. Nous, ici, sur le plateau, nous avons été les premiers à dire que voilà des actions que les partis politiques devaient justement récupérer pour pouvoir travailler. On était les premiers sur ce plateau à le dire, attention, est-ce qu'il existe? Et rappelez-vous, le dernier cas en date, c'était les étudiants de Bambili, de l'ESN de Bambili, qui ont décidé de rentrer en brousse. Si on ne les recrutait pas, on s'est dit, attention, il faut que les partis politiques se mobilisent pour gérer. Le deuxième point, c'est les personnes détenues encore du MRC. Oui, ils sont nombreux. Ils sont nombreux, ceux qui sont détenus dans les différentes prisons. Il y a Maurice comme toi cité tous ces gens-là. Voilà, qui sont détenus encore dans les différentes prisons. Il y a eu des actions qui ont été intentées. Les gens ont eu des oppositions de non-recevoir, ne voulaient pas les voir, ne voulaient pas sentir. On a dit ils vont rester encore, des renvois et tout. Vous voyez, ça plombe, M. Eric Fopoussi, à ce niveau, le système. Et l'autre point, c'est le hold-up. M. Eric Fopoussi, on ne l'a peut-être pas de manière directe soulevée, mais ça reste, vous savez qu'il y a encore un goût amer. Vous le sentez dans ce qui est dit, encore ce goût amer de l'inacceptable. On ne veut pas accepter, c'est là. Il faudrait au moins qu'il y ait des choses qui soient faites. Et le dernier, le rôle des sous-préfets. Vous vous êtes rendu compte que de tous les partis politiques qui existent, c'est plus le MRC qui s'est levé pour décrier, qui a organisé des manifestations, des sittings, que ce soit en Konsamba, que ce soit à la sous-préfecture de Foulan, que ce soit à Douala. Partout, les gars se sont levés pour dire, mais bon Dieu, on refuse de signer, on a fait des dépôts. On a eu le sous-préfet de Kekem qui est devenu subitement boxeur, avec son chauffeur, ils ont boxé, je pense, un gars, parce qu'il est venu demander. Mais oui, ça joue, M. Eric Fopoussi. Entre-temps, vous avez les États-Unis qui jouent le rôle d'arbitre, d'observateur, qui posent la question des droits de l'homme en disant qu'il faut respecter les droits de l'homme. Je crois qu'on est là. Je crois qu'ils sont en train de surfer, on va dire, disons simplement le RDPC, le MRC est en train de surfer celui-là parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, le régime de Yaoundé est pratiquement dos au mur. Ils ont voulu jouer cette carte. Il y a aussi un autre paramètre qu'il faudra mettre. Est-ce que quelque part, ils ne se sont pas dit que là où ils n'ont pas eu une information comme quoi on devait les humilier, M. Eric Fopoussi, en leur donnant peut-être 3 postes de députés, je sais pas moi, je dis bêtement, humilier, ils ont eu une information comme quoi on va les bloquer à gauche et à droite, histoire de dire que voilà ceux qui réclamaient avoir la victoire. Vous savez ça aussi, on s'est donné la honte parfois à ceux qui croient être arrivés sur le regard du SDF. Vous comprenez de quoi je suis en train de parler. Donc je pense que pour moi, à mon humble avis, c'est fondé, leur action est fondée, ils s'inscrivent dans une logique de continuité. Est-ce que cela va être accepté? Est-ce que les caciques de Yaoundé
comme on est en train de le voir, vont organiser ce passage en force. Parce qu'organiser ce passage en force, c'est de monter à l'international. Monsieur il faut aussi qu'ici, on ne respecte pas les droits. On ne prend pas la peine d'écouter les uns et les autres. On n'essaie pas d'évaluer, n'est-ce pas, les décisions prises par les autres, d'essayer de discuter. Il faudra forcément qu'il y ait soit passage en force, soit report, comme certains le pensent. Parce que beaucoup de Kassim de Yaoundé sont en train de penser à un report, tandis que d'autres disent avec ou sans, on fonce, monsieur il faut pousser. Avec qui en face? Oui. Alors, les alliés. Les alliés. Alors, non, mais c'est quand même intéressant. C'est quand même intéressant parce que vraiment, personne ne peut dire que il attendait cette décision. Vraiment, un coup pareil. Je veux dire que c'est un coup surprenant. Personne ne peut le dire. C'est vrai que mais le drame, permettez-moi, monsieur Eric Fopoussi, mais le drame, c'est que j'ai bien peur, monsieur Eric Fopoussi, que cela risque d'entacher ou peut-être provoquer une implosion au sein du parti. Peut-être Maurice Kamto l'a pensé, peut-être l'a pensé avec son conseil national. Mais les acteurs qui étaient engagés dans le processus électoral, notamment les législatives et les municipales, ne l'entendent pas. Je ne sais pas si Maurice Kamto a des oreilles assez larges pour essayer d'écouter ou essayer de voir ce qui est en train de se passer, mais les principaux acteurs en off et dans les chaumières sont en train de gueuler à haute et intelligible voix, se disant qu'ils jouaient leur va-tout. Est-ce qu'il a voulu se rassurer qu'il avait véritablement des militants convaincus lorsqu'il fonçait en disant d'annuler? Est-ce qu'il s'est dit c'est une stratégie? Dans tous les cas, M. Eric Fopoussi, pour le moment, tous les principaux acteurs se disent déçus. J'ai bien peur que ceux qui suivaient, comme on le disait hier, par gombisme, se retrouvent à changer de veste d'ici à là et que... Et ce sera une très bonne chose que le MRC se départisse de ce genre de militants de voilà. mairie et des députations. Oui, parce que justement, dans les partis politiques, on n'a pas besoin de gens qui viennent juste là parce qu'ils veulent avoir un poste. Je ne sais pas si être maire, c'est un métier. C'est un métier? C'est pas un métier, à ce que je sache. Donc maintenant, si M. Kamto a décidé avec son administration d'annuler les élections, ceux qui ne sont pas contents, qui estiment que c'est de la traîtrise ou bien qui n'ont pas été récompensés pour le travail qu'ils ont fait, mais qu'ils aillent là où on va leur donner ces postes-là. C'est beaucoup d'années. C'est beaucoup d'années. Il y a d'autres qui ne seront plus dans le jeu bientôt. Il y a les élections présidentielles à venir en 2025. Il y a beaucoup de jeux qui sont en train de se jouer là. À dire ça, ça veut dire que toutes les personnes qui ont marché en disant qu'ils marchent pour la liberté des Camerounais, ce n'était pas pour la liberté des Camerounais. C'est à ce moment qu'on verra. Aujourd'hui, ils se lèvent pour dire qu'on veut la mairie, on veut machin, Ça veut dire qu'ils nous ont tous trompés. Donc on les attend là. On va voir comment ils vont se comporter. Je le disais tout à l'heure par rapport à l'implosion, parce qu'il y a eu 3 tendances qui se sont créées au sein du MRC. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils sortaient de différentes prisons, savaient qu'ils sortaient pour être députés, qui savaient qu'ils sortaient pour devenir maire. Ils sont sortis en sachant qu'ils ont payé leur tontine. Ils ont payé leurs 9 mois, ils sortent pour prendre les mairies, on les voyait. Vous avez d'autres individus qui, pendant qu'ils étaient à l'extérieur, qui se battaient à financer, qui payaient les études des enfants de ceux qui étaient en prison, qui rationnaient les foyers, qui payaient les endroits fournitures scolaires et tout, se disant que le parti va les remercier parce qu'ils sont restés fidèles au parti loyal et s'occupaient de ceux qui étaient en prison. Eux aussi se voyaient maires. Vous avez maintenant ceux que le parti lui-même a positionné. Il y a cette douleur. Je crois que quelque part aussi c'est fondé quand même. S'ils pensent comme ça veut dire qu'ils veulent nous mettre dans le même logiciel du parti d'en face, que là-bas on fonctionne par récompense. Et je ne sais pas si c'est la logique du MRC, fonctionner par récompense. Vous avez milité dans votre village, vous avez fait ceci, vous avez fait cela, on vous nomme ministre, on vous nomme directeur général, ou je ne sais pas trop quoi. Si c'est comme ça, ça veut dire que ce n'était pas des nominations, des partis cousins. Pour participer à une élection où il fallait voter. Et vous allez voir quand même que les personnes qui sortent aujourd'hui et disent que le président du MRC, ils sont déçus et tout, on pourra leur comprendre, mais à la fin, est-ce qu'ils sont au MRC pour la vision ou parce qu'ils savaient qu'ils allaient avoir un poste? C'est vrai que tout le monde, quand il milite pour un parti politique, c'est sachant que à la fin, il peut être un élu un jour. Mais dans ce cas échéant, ça servait à quoi de partir à une élection où vous n'aurez pas les listes complètes parce que on vous a empêché de déposer tel dossier là-bas, on vous a empêché de signer tel autre dossier là-bas? Ça servait à quoi de partir à une élection où vous savez que le vote, le code électoral est déjà faussé à la base, puisque c'est l'explication que donne le MRC lui-même. Sachant que au Cameroun aujourd'hui, l'élection municipale pour moi c'est une élection qui est plus importante que la présidentielle, parce que
ça concerne les territoires, ça concerne les collectivités territoriales et les citoyens eux-mêmes sont censés participer. C'est-à-dire que ce n'est pas national comme on l'a fait avec la présidentielle. Donc, le choix il faut battre campagne sur le terrain. Comment est-ce qu'un individu va se lever à Douala et dire qu'il veut être maire à Boya alors que lui-même il fuit la guerre, il se réfugie à Douala, il va battre campagne là-bas, comment? Ça, ce sont des questions qu'on se pose. Et comment est-ce qu'on peut battre campagne dans ce genre de situation et devenir maire et être content d'avoir gagné une élection, sachant tout de même que dans cette localité, il n'y a même pas place pour lui, ne serait-ce que pour se positionner. Et dans ce cas, moi, je comprends un peu la publication de Christian Pendaïkoka que j'ai lu il y a quelques jours, que c'est un parti politique qui s'engage dans ces élections municipales et législatives cautionne de manière expressive la façon de gérer du pouvoir en place. Et ça s'explique. Maintenant, après, est-ce qu'il doit avoir des crises internes? C'est normal que toutes les décisions, même participer, donner déjà des problèmes au MRC lui-même. Et dit même au SDF, la décision de participer à ces municipales a créé à l'interne des problèmes. Donc il ne faut pas nous dire que la décision de ne pas participer ne va pas causer de problèmes. Il faut que ça cause de problèmes pour qu'on sache qu'à l'intérieur, il y a des avis divergents. Puisque le RDPC explique aussi que les gens ont la liberté de penser, c'est normal qu'à l'intérieur du MRC, les gens aient la liberté de penser. Maintenant, est-ce que c'est eux qui décident? Je ne pense pas. Donc, je pense que ceux qui ne sont pas du MRC vont savoir maintenant où ils se placent. Bon, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'au moins, cela va nous dispenser de Amano RDPC MRC. Désormais, le MRC est de côté. L'élection municipale et relative sera quoi l'enjeu maintenant? Les partis politiques vont se positionner, le SDF, le PCRN. Je rappelle qu'il y a eu quand même des mutualisations de listes de ces partis politiques-là. Je me rappelle encore, c'est quand même tout à fait cruel, mon Dieu, que beaucoup de ces partis-là avaient estimé que le MRC y allait seul et que eux allaient faire bloc. Le PCRN, l'UDC et le SDF a même fait des listes communes dans les endroits. Est-ce que dans ce registre-là, ils vont comme des concurrents? Ou comment va se redécider la carte politique du Cameroun, étant donné que chacun avait fait cette stratégie en imaginant qu'on va barrer la voie au MRC? Du moment où on va lui contester le statut qu'il veut avoir de principal parti d'opposition et on va s'unir ensemble pour le démontrer. Comment ces partis-là vont maintenant se comporter, Donald Brice Kamga? Oui, ce sera très intéressant à suivre, mais je continue à dire qu'il y a des éléments, il faut être naïf pour penser que le MRC, avec tous les conseillers dont est entouré son président, a pris cette décision lourde de conséquences sur la base de rien. Il y a un certain nombre d'informations. Donc pour vous, dans l'agenda politique. Vous pensez qu'il n'y aura pas élection en février? Vous restez sur cette ligne? Je vous réponds avec l'article 9 de la Constitution. Alinéa 1, le président de la République peut, lorsque les circonstances l'exigent, proclamer par décret l'état d'urgence qui lui confère des pouvoirs spéciaux dans les conditions fixées par la loi. Alinéa 2, le président de la République peut, en cas de péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie et l'indépendance et des institutions, proclamer par décret l'état d'exception et prendre toutes mesures qu'il juge nécessaires. Il en informe la nation par voie de message. Vous avez dit peu. Ça veut dire qu'il a la loi. Il a déjà pu repousser la loi donne la possibilité, donne le pouvoir de faire ça. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun blocage. Il n'y a aucun blocage. Il a l'occasion, il a la possibilité, même en décembre, de prendre un acte qui surprend. Oui, voilà. Je rappelle que le président également a d'abord surpris tout son monde lorsqu'il a décidé d'arrêter les poursuites contre Maurice Kamto. Beaucoup avaient dit que Maurice Kamto c'est terminé, il sera condamné à la prison. C'est terminé. C'est terminé. Il a fait un choix suicidaire à Machin. Oui, avant que le président lui-même ne fasse ça. Donc ce que vous dites aussi n'est pas l'agenda politique. Nous réserve des surprises. Beaucoup de rebondissements. Donc ne pensons pas que ça va rester calme comme ça. Donc forcément, il y aura des rebondissements, vous pensez? C'est presque certain qu'il y a un certain nombre d'informations auxquelles le directoire du MRC a eu accès, oui, et qui lui ont permis de prendre cette décision. Je rappelle que jusqu'à la dernière minute, il me semble que les militants du MRC constituaient la liste. L'agenda politique s'annonce intéressant. D'accord. Et non, je rappelle aussi parce que c'est quand même intéressant, la lumière, ce qui s'est passé hier, c'est que j'ai été le premier à l'annoncer, vous savez, également. Beaucoup de gens m'ont demandé, mais est-ce que, beaucoup m'ont dit, que monsieur, vous jouez votre crédibilité
avec cette annonce-là, parce que dès 11h, j'avais annoncé que il y aurait pas d'élection pour le MRC. Beaucoup m'ont, d'ailleurs, M. Bachouma m'a appelé après pour me demander mais qu'est-ce qui se passe. Je n'ai pas décroché parce qu'il savait ce qu'il va me demander. Je me suis d'abord arrêté pour qu'il y ait la confirmation. C'est quand même terrible parce que les personnes autour du MRC qui ont fait fuiter l'information justement, étaient tout à fait catégoriques. Ça veut dire que même quand on me l'annonce, je dis non, c'est pas sûr. C'est vrai que la personne qui m'annonce ça, c'est une personne vraiment la voix la plus autorisée. Mais jusque-là, je me dis, mais est-ce que quand il m'annonce ça, est-ce qu'il n'est pas en train de vouloir me manipuler? Parce que là, ça peut être une manipulation de me dire, de dire ça et puis après... Vous avez pris le risque. Oui, j'ai pris... ben oui, j'ai pris le risque. Bon, vous savez, après c'est toujours intéressant parce que, vous savez, lorsque vous avez une source en face de vous, vous interrogez la crédibilité d'abord de la source. Lorsque la source qui vous donne l'information est une source tout à fait crédible et a un tel niveau de responsabilité au MRC, vous dites, bon, cette personne ne peut pas quand même dire quelque chose pour rien. Vous imaginez, mais il y a quand même des personnes qui, à un moment donné, peuvent également vous exploiter ou bien vous manipuler par rapport à des choses qu'ils veulent faire. Monsieur Eric Fopoussi, rappelez-vous de la dernière course de l'espoir à laquelle tout le monde s'attendait à ce que les Kounze participent, n'est-ce pas? Ce jour-là, les Kounze n'a pas participé parce qu'on avait dit qu'il n'avait pas une santé. Tous ceux qui étaient sur la ligne de départ, beaucoup ont raccroché les crampons parce que les gars venaient en fait se mesurer à Lekounze. Donc j'ai bien peur qu'on soit dans cette circonstance, dans cette situation où les gars venaient se mesurer au MRC Lekounze et maintenant le MRC dit je ne pars plus. Ça fait réfléchir beaucoup de personnes. Je crois qu'il y a un malaise. Hein, mais je vous dis, je crois que l'un des partis qui gagnerait véritablement à suivre la logique du MRC serait l'SDF. Je le dis en toute sincérité et toute humilité. La preuve, je m'attends à ce que Jean-Robert Wafo sorte, commence à écumer les plateaux depuis, mais Jean-Robert Wafo, il a fait profil bas, ce téléphone même ne passe pas, monsieur Eric Fopoussi. Non, ça passe. Donc, ça passe. Son téléphone passe. Il faudrait bien qu'on voit le SDF, parce que là, en termes de position, c'est important, puisque là, on a les députés SDF, mais permettez-moi, on a les députés SDF qui, dans leur fief, ont décidé de ne pas postuler. Ils ont décidé de ne pas partir. Oui, ils ont dit, je ne pars pas. Ils ont bien du SDF, ils ont dit, je ne pars pas. Parce que la situation sur le terrain n'est pas du tout bonne. Donc je crois Charles, non, mais sincèrement, je veux dire, à un moment donné, quand même, il faut voir le bon côté de ce boycott du MRC. Le bon côté, c'est que, moi, je commençais à voir les éléments de langage des uns et des autres. Le bon côté, c'est que peut-être, enfin, on va avoir une vraie campagne sur les projets des personnes. Voilà. On ne dira plus qu'il y a des partis qui sont en train de vouloir. Oui, parce que beaucoup avaient armé leur campagne sur le MRC. C'est clair. Dit, le MRC. Et même sur Equinox. Mais rappelez-vous et même sur la chaîne Equinox, beaucoup avaient axé leur campagne sur la chaîne Equinox parce que beaucoup comptaient s'attaquer en disant que nous sommes un média partiel, tout ça. Ça a commencé avec des communiqués et autres sur. Je leur ai dit attention parce que il peut arriver que le MRC ne soit pas dès jeudi. Je l'ai dit, s'ils sont sérieux, dès jeudi, je leur ai dit attention, le MRC peut ne pas aller aux élections. Dès jeudi passé, je leur ai dit ça. Alors maintenant, je sens qu'il y a un malaise. Il y a un malaise, on ne sait plus trop à quel sens se vouer. Comment ça va se faire? Parce que ce qui est certain, c'est que maintenant, la stratégie de campagne sera quoi? Ce sera que, est-ce que le RDPC doit garder tous les sièges des communes ou des députés? Quels sont les arguments qu'il y a en face pour que le RDPC n'ait pas ces communes-là, n'ait pas ces postes députés? La vraie campagne commence maintenant. Le vrai combat, comme on dit, commence maintenant. Mais rappelez-vous, monsieur Eric Fopoussi, nous sommes en pleine préparation, comment on va dire, de l'élection présidentielle d'octobre 2018, que déjà on nous fait sortir depuis les États-Unis un cabinet qui donne les tendances avec un 71% et tout, et que arrivé net, monsieur Eric Fopoussi, au résultat, c'est les mêmes résultats. Mais écoutez, on sait comment ça fonctionne. Je vous le même cabinet a fait les résultats de ces 145 sièges. J'ai pris pour 145 sièges pour le DPC. Pour le DPC. J'espère que je reprends cet exemple pour que vous compreniez que quelque part tout était déjà tracé, tout était bien pensé. Donc ils se sont dit, il ne faut pas qu'on s'essaye. Bon, maintenant, est-ce qu'avec les 145 sièges, mystique, est-ce qu'avec les 145 sièges là, vraiment, parce qu'après le grand enjeu serait de savoir quelle est la force de frappe de ceux qui restent. Combien de sièges pourrait-il avoir? Le Oui, le SDF, tous les autres partis, l'UDC. Le PADEC.
Non, je veux dire les partis d'opposition qui sont opposants. Je veux dire, est-ce que l'UDC, le PCRN, le LDF pourraient au moins avoir 50 sièges sur les 180? Au moins. Ils vont se battre, monsieur Eric Fopoussi. Oh, oui, c'est l'enjeu. Le nord-ouest et le sud-ouest, qui sont des bastions historiques du SDF, sont en difficulté. Bon, maintenant, il lui reste des régions comme le littoral ouest, le centre aussi. Le centre, peut-être l'est, des territoires où il pourrait grappiller un peu des voix. Tout va également se jouer au niveau du taux d'abstention. Si on va dans les conditions actuelles aux élections, tout va se jouer au niveau du taux d'abstention. J'ai pu entendre que le MRC également appelé à ne pas prendre part, appelé Camerounais à boycotter le scrutin, à ne pas voter. Bon, ils n'ont pas encore fait officiellement. Non, ils l'ont fait hier la déclaration. L'un des appels, c'est que les Camerounais ne votent pas le 9 février prochain. Ça, le président du MRC l'a dit. Oui. Donc, le taux d'abstention également va être un enjeu important si on va dans les conditions actuelles. Mais je pense que de façon pratique également, on ne peut pas attendre une résolution de la crise anglophone avant février 2020. Pragmatiquement, ce n'est pas envisageable au regard de la complexité qu'a prise la crise depuis quelques années. Je pense que la concession que le MRC peut obtenir d'ici là, c'est une réforme du code électoral avant les prochaines élections. En tout cas, il faut rappeler qu'au MRC, il y a de jeunes loups aux dents très longues qui sont très contents parce qu'ils espèrent enfin entrer au directoire du MRC. Vous savez, ce n'est pas évident d'entrer au directoire du MRC. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui espèrent qu'avec cette décision, justement, ça va rebattre les cartes en interne. Et beaucoup, évidemment, se positionnent. Vous savez que le MRC a... vous savez que le vrai souci, le vrai enjeu pour le MRC, ce serait justement de reproduire un leadership autant et aussi fort que Maurice Kamto, s'il n'est pas là. Donc, il y a cet enjeu-là. Et beaucoup de jeunes dans le MRC se positionnent comme étant les futurs leaders du MRC quand Maurice Kamto passera la main. Et ces gens-là, justement, sont en train de vouloir nourrir des grands espoirs par rapport à ce qui pourra se passer. Donc, attendons de voir. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Beaucoup de choses. La reconfiguration dans le parti en interne. Vous savez, la présidentielle et ce qui s'en est suivi a presque brouillé beaucoup de pistes. Et le président Kamto a dû prendre une décision forte pour remettre le parti à flot. On va, c'est bien ça qui est la vérité, on va terminer cette revue des réseaux sociaux. Oui, le deuxième sujet, on parle cette fois de ce Camerounais survivant du crash d'avion qui a fait une vingtaine de morts en République démocratique du Congo dimanche dernier. Il s'appelle Mouma Emmanuel, il a été identifié à l'hôpital Charité maternelle après le crash du Dornier, je pense que c'est ça on dit, du Dornier 228 à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Un crash qui a fait 25 morts d'après le gouvernement. Le rescapé est camerounais d'origine et de la région du nord-ouest. C'est toujours un plaisir de parler de la RD Congo, la République démocratique du Congo, parce que là-bas vous avez un président qui n'a pas de pouvoir, Félix Tshisekedi. C'est le Parlement qui a le pouvoir avec Joseph Kabila, qui a gardé évidemment avec son parti la majorité au Parlement, et il a imposé son Premier ministre, M. Ilunga, qui est aujourd'hui celui qui en réalité tient les rênes du pays, même si Tshisekedi fait ce qu'il peut, pour pouvoir un tout petit peu exister au plan international, mais c'est un pays qui est, comme malheureusement il n'y a pas eu d'alternance là-bas, qu'on ne se voile pas la face. C'est un pays où Kabila a encore les rênes du pouvoir. Alors vous nous amenez avec ce crash là. J'ai bien vu qu'il y a un Camerounais qui a été, vous savez, nous, au Cameroun, nous sommes très chauvins au Cameroun, très chauvins. Il y a un accident il y a un crash d'avion et il y a un suivant. Et les gens réussissent quand même à sortir que le seul qui a survécu est un Camerounais. Et hier, je lisais ça sur la toile, je me disais, mais qu'est-ce qu'on a vraiment, qu'est-ce qui se cache derrière, qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Soit c'est qu'on veut nous dire, bon, il y a un Camerounais qui est en détresse à des Congo, vraiment un Camerounais allait l'aider, ou simplement on veut se gargariser que malgré tout, nous les Camerounais, nous sommes des superman, nous on survit lorsqu'il y a n'importe quoi à l'étranger. Je veux dire que, où est la vérité dans le commentaire, on va dire, surprenant que les Camerounais ont fait de cette affaire?
Bon, c'était le seul survivant, il me semble. Oui, le seul, oui. Du crash. Non, c'est intéressant. Vous savez, il y a quand même une communauté, certes pas extraordinairement importante, mais il y a quand même une communauté camerounaise en SCA, en RDC, pardon. Mais ça tient à quoi d'exalter un Camerounais qui aurait survécu dans un crash? En journalisme, le principe, c'est la proximité, c'est-à-dire que nous sommes proches de ce Camerounais-là, de l'acteur qui a survécu à cet accident de circulation. Pour le journaliste, c'est important. Oui, d'exalter. L'exaltation qu'on l'exaltation. Les Camerounais sont premiers en tout. D'en faire une premiers en tout. C'est les Camerounais intelligents à l'école. Donc, s'ils sont sortis là, c'est que l'affaire là, les Camerounais sont forts. Il faut l'applaudir. C'est pour démontrer que les Camerounais sont forts, monsieur Lifopoussi. Parce qu'on va vous dire que le gars, son école, c'était très fort. Le gars a une école, comment tous sont décédés, sauf lui. On a rarement vu ça, monsieur Lifopoussi, dans un crash d'avion, où un seul individu réussit à être des survivants. Soit ils sont 2, soit ils sont 3, soit ils sont 4, mais un seul, monsieur Lifopoussi. Est-ce qu'il a sauté avant? Vous avez le chauvinisme, est-ce qu'il a sauté avant? Il était assis de quel côté? Et l'impact a commencé. Vous avez c'est des calculs, monsieur Lifopoussi. Voilà, c'est Camerounais. Voilà, le Camerounais. Le seul suivant, c'est un Camerounais. Et les gens en du Nord-Ouest. Et les gens en font une jubilation. Ce n'est pas un acte de bravo. Oui, les gens en font une jubilation. Les gens exaltent. On va créer l'école de suivant. Il faut qu'ils nous enseignent. C'est une curiosité, mais c'est pas un acte de bravo. En tout cas, au plan journalistique, c'est intéressant. Mais au plan purement social. Non, mais est-ce que les gens peuvent toujours intéressant. Bon, après, bref, intéressant. Combien de Camerounais meurent à l'étranger? Combien de Camerounais meurent à l'étranger? Et ce gouvernement, l'autre gouvernement, ne s'en émeut jamais. Mais j'ai vu des gens prendre ça en triomphe, et un Camerounais qui a je me suis dit que ce Camerounais, c'est un Camerounais un super Camerounais. Bon, bravo à lui d'avoir survécu. C'est pas le championnat, de qui a envie de mourir. Puisque c'est trophée sur la toile, c'est un trophée pour dire que les Congolais, eux, ils sont des sous-hommes. Ils meurent vite. Nous, les Camerounais, on s'en sort plus vite. Pour avoir vécu au Cameroun, on est... Non, être Camerounais, je pense aussi c'est un métier, comme vous dites souvent. Être Camerounais, c'est un métier de cinéma. Non, mais est-ce que vous comprenez la psychologie des gens? Est-ce que vous comprenez la psychologie des gens? Ça veut dire qu'il y a un crash d'avion, il y a des morts, les gens ne s'en émeuvent pas de ceux qui sont morts. Et ils estiment que non, ils doivent ressortir le fait qu'il y a un Camerounais qui est survécu. C'est ça l'information. C'est ça, non, c'est ça qu'il faut relever. Les gens sont morts là, dans un crash et tout. Bon, comme... mais on célèbre d'abord la vie de notre frère. Le principe du mort kilométrique. C'est celui qui a survécu qui est plus intéressant pour les Camerounais. Voilà, en tout cas... quel mérite il y a ça? Au plan journalistique. Quel mérite il y a ça? Au plan journalistique. Oui, bon, pour vous les journalistes. Oui. Ou bien pour nous les journalistes. Pour nous les journalistes, c'est que c'est quand même intéressant de devoir relever ça. Voilà. Mais d'en faire une jubilation, d'en faire... ça, c'est autre chose. Je pense qu'il y a quand même... je crois qu'il y a une entreprise derrière qu'il faut aller chercher. Il y a une entreprise pas très claire derrière. Oui, il sera présenté à certains ministres. Qu'il faut aller chercher derrière. Il l'a suivi. Ok, d'accord. Merci infiniment. Merci pour cette revue des réseaux sociaux. C'était quand même intéressant. Les Camerounais sont des super hommes. Les Camerounais sont des survivants de crash d'avion. Les Camerounais sont... Après, on est encore dans 37 ans. Les Camerounais ont une potion magique pour sortir vivant des crash d'avion. Que le pays change, il faut le dialogue. Et ce dialogue, c'est avec les principaux concernés. Pas les politiques à l'intérieur. Les principaux concernés, ils sont là, ils le connaissent. Il faut que le pays revienne comme la réunification était avant. Que nous, on quitte, voilà, on part Limbé, Boya, Savoie, craindre. Que le pays revienne comme c'était avant. Et pour que ça revienne comme avant, il faut dialoguer avec les concernés. Et ce qui est le problème en Afrique, c'est que c'est la marginalisation. Il faut répartir la richesse du pays équitablement. Si on répartit la richesse du pays équitablement comme avant, normalement, c'est qu'il n'y a pas ce truc de division. Donc, on se met au table, qu'est-ce que vous voulez? Le développement, quoi? Les écoles, les lycées. Il faut que nous, les francophones, soyons sérieux et reconnaître notre tort. Parce que si les anglophones réclament quelque chose, il faut les mettre sur une table, demander ce qu'ils veulent que le pays avance. Parce que quand je vois ce dialogue, je regarde vraiment les combattants, je ne vois pas vraiment ce terrain.
Voilà, un petit commentaire sur ce qu'a dit le compatriote Donald. Bon, je pense qu'il y a comme une rengaine dans la classe politique, sociale. Les Camerounais ont soif de dialogue. Les Camerounais ont soif de détente du climat politique qui est très tendu depuis 2016 avec la crise anglophone et davantage depuis la présidentielle d'octobre 2018. Au-delà de ces questions conjoncturelles, il y a les questions structurelles que nous connaissons, les questions sociales. Il a évoqué l'accès à l'éducation, l'accès aux soins de santé de base sont des questions classiques qui méritent aussi autant que la détente qui est attendue, une attention soutenue. Ok. On bascule au plateau B avec vous. Alors, Constilamine, bonjour. Bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs de cette émission et bonjour une fois de plus à tout le personnel des entreprises Sorepco au Cameroun et merci à toute la clientèle qui de plus en plus court dans des agences Sorepco pour s'offrir un congélateur vertical ou alors un réfrigérateur de qualité supérieure. Alors ce matin, je vais encore une fois de plus vendre aux téléspectateurs de cette émission des congélateurs verticaux de qualité supérieure ainsi que des réfrigérateurs, pas n'importe lesquels. On parle bien sûr d'une marque mondialement reconnue, la marque Supercool. Alors ce matin, j'attire l'attention des téléspectateurs. Avoir un congélateur à la maison, c'est bien, mais avoir un congélateur vertical qui vient tout droit des agences Sorepco, c'est encore mieux. Alors pourquoi acheter un congélateur chez Sorepco? Parce que les congélateurs verticaux de Sorepco sont des congélateurs de qualité supérieure. Les congélateurs verticaux vendus dans les agences Sorepco sont des congélateurs qui ne consomment pas assez d'énergie. On a également cette possibilité de pouvoir ranger plusieurs aliments dans ce congélateur grâce à ses compartiments. Oui, c'est un congélateur de qualité supérieure. Il est neuf, il est vertical, il est de qualité supérieure, il est arrosé de plusieurs mois de garantie. Alors, chers téléspectateurs, c'est donc l'occasion plus que jamais de courir dès à présent dans les agences Sorepco de Douala, de Yaoundé, de Kribi et de Bafoussam pour s'offrir un congélateur vertical. Oui, pas n'importe lequel. C'est un congélateur neuf, un congélateur de qualité supérieure avec garantie, bien entendu, à 180 000 francs. Oui, je dis bien congélateur neuf dans le carton. 230 litres. Regardez l'intérieur de ce congélateur. Plusieurs compartiments. Plus besoin de mettre dans un seul compartiment le poulet, la viande, c'est-à-dire les condiments. Non, chaque aliment a son compartiment. Regardez bien sûr l'intérieur de ce congélateur. Il est tellement nyanga, il est tellement stylé qu'il vous donne l'envie de l'avoir. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent à nos numéros de téléphone ou alors de passer dans les agences Sorepco de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam et de Kribi pour acheter un congélateur à 180 000 francs. Je dis bien 200 litres, un congélateur vertical, un congélateur neuf, un congélateur de qualité supérieure, 230 litres, chers téléspectateurs, vous l'avez à 180 000 francs avec garantie. Donc, any man, where for that stuff for Bepanda, for that stuff for Douala, you want buy congélateur, just go just no, for agence Sorepco, for that stuff for Bonamoussadi, for that stuff for Aqua, for that stuff, for Bonaberi, you get fine congélateur, na 180 000 francs dans les agences Sorepco. À côté, bien sûr, des congélateurs, on parle également, c'est-à-dire de cet appareil qui vous permet de bien conserver vos aliments, cet appareil qui permet de rafraîchir votre boisson. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention de tous les tenanciers de bar, de tous les tenanciers de snack qui ont besoin de bien rafraîchir leur boisson, d'aller également dans les agences Sorepco. Vous avez un réfrigérateur de marque Supercool à 180 000 francs. Je dis bien un réfrigérateur 200 litres. Je n'ai pas dit 130 litres. Je n'ai pas dit 175 litres. J'ai bien dit 200 litres. Un réfrigérateur de qualité supérieure à 180 000 francs dans les agences Sorepco de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam et de Kribi. Alors pour ce qui est des autres villes telles que Ngaoundéré, Maroua, Ebolova, Bamenda, Boya, il suffit d'appeler directement la direction comme ça de Sorepco et d'avoir plus d'amples d'informations sur les congélateurs verticaux et les réfrigérateurs vendus
à 180 000 francs dans les agences Sorepco. Et je ne saurais partir sans attirer l'attention de tous les téléspectateurs. Je sais qu'il y a des congélateurs sur le marché camerounais. Je sais qu'il y a des réfrigérateurs. Mais alors, il y a des réfrigérateurs vendus dans les agences Sorepco par le concept Salaka à 180 000 francs. Acheter un réfrigérateur, c'est bien, mais l'acheter quand il est neuf, c'est encore mieux. Plus besoin d'acheter les congélateurs déjà utilisés. Parce qu'un congélateur d'occasion, vous allez dormir à la maison avec un technicien parce que tous les jours, il fallait le dépanner. Donc, pour éviter le dépannage régulier, pour éviter les maux de tête, pour éviter l'AVC, allez directement chez Sorepco. Oui, les meilleurs prix, la qualité supérieure, la garantie et surtout 180 000 francs, c'est le prix d'un congélateur de qualité supérieure sur Sorepco. Il dit bien 180 000, un congélateur vertical, un congélateur Nyanga. Oh là 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 là, ne demandez plus l'eau glacée chez les voisins. N'allez plus garder le poisson chez les voisins. N'allez plus garder la viande chez les voisins. Chacun doit avoir son congélateur à la maison. Et où l'avoir? C'est dans les agences Sorepco de Douala, de Yaoundé, de Bafoussam et de Kribi. À combien? 180 000 francs, un congélateur vertical. Et ceux qui ont besoin d'un réfrigérateur, vous l'achèterez également à 180 000. Tenez-vous tranquille. Le réfrigérateur, c'est 200 litres. La marque, c'est Super Cool. Le congélateur vertical, c'est 230 litres. La marque, c'est Super Cool dans les agences Sorepco. Alors, c'est l'occasion plus que jamais de commander yes no à Sorepco. Madame, monsieur, c'est tout pour ce matin. On se retrouve demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.